Salut YouTube et bienvenue sur Iken Studio. On se retrouve aujourd'hui pour un live un petit peu particulier puisqu'on va parler de moto et tu vas voir pour quelle raison, je vais te l'expliquer dans quelques instants. Mais rejoins-nous, on va passer de bons moments ensemble. Donc comme je vous expliquais, j'ai une passion dans la vie qui est les motos. J'ai trop de passion dans la vie, ça me coûte cher. Entre les arts martiaux, les jeux vidéo, les motos, c'est beaucoup de choses. Mais voilà, et du coup, toutes mes passions coûtent cher. Enfin, le karaté, ça va, ça coûte pas trop cher. Une fois que vous avez votre dogi, hein, votre tenue d'entraînement, à la limite, ça passe. Par contre, les motos, c'est cher. Les jeux vidéo, ça reste quand même comme un loisir de luxe, hein, parce que c'est quand même des choses qui coûtent cher. Le piano, autant vous dire que bon, un piano, vous en achetez pas un tous les jours, mais quand vous l'achetez, vous le sentez passer. Donc, moi, j'ai des loisirs qui me coûtent un peu cher, des passions qui me coûtent un peu cher, mais bon, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Et donc, comme je vous expliquais, eh bien, j'ai fait l'acquisition d'un nouveau véhicule, donc pas plus tard que hier. Donc, il s'agit du véhicule que vous avez juste à côté de moi, le Suzuki GSX 1300R Hayabusa. Donc, on va parler de ce véhicule puisque cette moto, eh bien, elle est importante à mes yeux, mais c'est aussi un véhicule assez emblématique. C'est une moto très importante dans l'histoire de la moto. Parce que cette moto, elle a toute une légende autour d'elle. Donc, la version de l'Hayabusa que moi j'ai acheté, c'est la deuxième génération d'Hayabusa qui est arrivée en 2008. Hein, c'est le design que vous avez là sous les yeux. En fait, l'Hayabusa, c'est une moto qui est sortie en 1999. Un modèle proposé par Suzuki, hein, c'est une moto de la marque Suzuki. Et en fait, cette moto, lorsqu'elle est sortie, elle a vraiment un petit peu défrayé la chronique parce que c'était en fait la première moto à dépasser la barre des 300 km/h. Comme vous pouvez le voir, alors je vais même vous mettre une petite image de l'Hayabusa premier modèle, hein, histoire que vous voyez à quoi elle ressemblait. De toute façon, vous aurez l'occasion d'en voir d'autres, mais est-ce que je peux faire un glisser-déposer comme ça ? Non, bien évidemment, ça aurait été magique. Et si je fais copier l'image, et que là, ici, je fais coller, ça marche pas, bien évidemment. Donc je vais enregistrer l'image dans mon petit truc. Et là, je vais même faire ça, attendez. Je vais juste aller ici sur l'Hayabusa, et je vais aller la chercher. Voilà. Donc ça ici, ce que vous avez là en fait, c'est la toute première Suzuki GSX-R 1300 Hayabusa qui est sortie donc en 1999. Et cette moto, eh bien, c'est une moto qui a défrayé la chronique parce que c'était une moto qui atteignait en fait à l'époque des vitesses totalement folles. C'était un 1300 cm3, hein, donc un moteur de 4 cylindres en ligne de 1300 cm3, ce qui, dans le monde de la moto et plus généralement des motos un peu sportives, commence à chiffrer un peu. Et eh bien cette moto en fait faisait 175 chevaux à l'époque, ce qui était déjà colossal, gigantesque vraiment dans le monde de la moto. Alors comme vous pouvez le voir, la Hayabusa c'est une moto qui a des lignes un peu particulières. Il y a ceux qui adorent et ceux qui détestent. Tout simplement parce qu'en fait cette moto, en fait, elle est née en soufflerie. C'est une moto qui n'est pas née d'un coup de crayon, elle est née en fait d'ingénieurs. Ce sont des ingénieurs qui se sont penchés sur une étude en soufflerie du design qui serait le plus aérodynamique pour une moto pour atteindre des vitesses aussi élevées. Et la Hayabusa en fait elle est née de ce type de recherche. Et donc du coup c'est un véhicule qui a des lignes un peu particulières et qui ne plaisent pas à tout le monde. Comme vous pouvez le voir dans cette image là, on était sur des lignes qui étaient qui faisaient un petit peu plus anciennes, mais ça reste quand même une moto qui vieillit, je trouve, plutôt bien. Quand vous comparez des designs de motos de l'époque, aujourd'hui, vous les regardez avec un regard très distant et vous vous dites ça a quand même mal vieilli, vous voyez. Alors que la Hayabusa, c'est une moto qui, je trouve, a quand même bien vieilli. Les lignes sont pas forcément... Aujourd'hui, rouler dans une Hayabusa première génération, ce serait pas forcément quelque chose de si horrible à vivre. Mais par contre, effectivement, si on va chercher eh bien, une source, mais que... je vais en chercher une deuxième, histoire que vous ayez, hop, l'image là, côte à côte. La côte à côte, vous voyez. Et là, regardez, en fait, si on les met devant ma gueule, parce qu'on s'en fout, non, on va la mettre au-dessus, parce que c'est mal poli. Vous voyez qu'il y a quand même... Vous voyez que... Bon, elle est de biais, hein, mais c'est pas grave. Elle est en diagonale. Vous voyez quand même qu'il y a des différences, en fait, au niveau des lignes, comme elles ont été travaillées. Notamment le nez, qui se termine plus sur une espèce de museau un peu bizarre. Les entrées d'air, elles ont été retravaillées. On a des appendices à l'arrière de la moto qui sont un petit peu plus profilés, un petit peu plus aérodynamiques. Et globalement, une partie du cadre
et un peu moins visible sur la moto. Et on est globalement sur une machine qui est plus agréable à l'œil, on va dire. D'ailleurs, on va s'en parler, mais il y a une 3e génération d'Hayabusa qui a été annoncée, qui va sortir là en fin mars. Et donc, voilà, ce véhicule, vraiment, c'est une moto qui a marqué l'histoire mondiale de la moto. Et pour ne rien vous cacher, c'est la moto pour laquelle j'ai passé mon permis de conduire, en réalité. C'est-à-dire que cette moto, c'était la moto qui m'a motivé à passer mon permis. C'est la moto que j'avais en objectif dans ma tête quand je me suis dit, je vais passer le permis de conduire, le permis moto, c'est l'Hayabusa que je veux. Alors bien évidemment, on se dit pas qu'on achète une Hayabusa en première moto, hein, bien sûr, mais c'était la moto qui me motivait, qui me donnait l'envie de passer ce permis de moto. Alors pour plein de raisons, moi j'avais eu l'occasion de monter sur un Hayabusa quand j'étais très petit, j'avais 7-8 ans, avec un ami de la famille, et il m'avait fait faire un tour en Hayabusa, et j'étais littéralement tombé amoureux de cette moto, qui était aussi un peu la moto de tous les superlatifs, hein. C'était la moto la plus puissante du monde, la plus rapide, voilà. Donc c'était vraiment quelque chose qui moi me fascinait quand j'étais petit, et qui m'a amené finalement à passer mon permis de moto et avoir en fait la possibilité d'acquérir non pas une mais 3 Hayabusa différentes, hein. Donc vous verrez, je vais vous montrer des photos tout à l'heure. On va se faire une petite session album photo famille, mais j'ai eu 3 Hayabusa dans ma vie. Donc je suis très content, hein, parce que bien évidemment il y a peu de gens qui ont la chance déjà d'en avoir qu'une seule, mais alors 3 Hayabusa c'est vraiment quelque chose d'assez exceptionnel. Donc on va enlever celle-ci, hein, parce que nous tout à l'heure ce qu'on regardait c'était plutôt le modèle génération 2. Donc on va la redescendre. Elle veut pas descendre. Bon, c'est très bien ça. Ah, elle est coincée. Pourquoi elle est coincée? Je comprends pas pourquoi elle est coincée. Eh bien, tu dégages, et je te remets. Moi, c'est comme ça, hein. Moi, y a pas de discussion, si ça marche pas, je casse. Je casse et on recommence. N'inquiétez pas, y a pas de problème, hein. Voilà, bon là, elle est... Mais, c'est pas possible. D'accord. Je suis obligé de la descendre comme ça, parce que... On dirait qu'elle est... qu'elle est coincée. Mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Je l'ai coincée. Excusez-moi, j'ai coincé la moto. C'est n'importe quoi. Elle va m'écraser. Faut que je me décale. Ah non, mais attendez. Toutes les sources sont coincées. Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez. OBS. Lock sources. Quoi? Mais oui, mais moi, je suis pas du tout loqué. Qu'est-ce que c'est que cette... D'accord. Ma souris... Alors là, ça par contre, ça va être extrêmement chiant. Ah, attendez. Si je fais ça... Et ça... Allez, super. Je peux plus modifier la taille de la... Ok, et ben très bien. Et ben écoutez, on va le faire comme ça. Mais du coup, moi, je suis obligé de me décaler. Parce que sinon, vous voyez pas. Je me fais écraser littéralement par l'Hayabusa. Eh bien écoutez, c'est comme ça. Est-ce qu'il n'y a pas ici un truc annulé, décalé, webcam, nanana, transformé, copier? Non, on avait décidé qu'il voulait pas. Donc, c'est pas grave. On continue. On continue notre histoire, notre belle histoire. Donc, j'ai fait l'acquisition d'une Hayabusa hier, nouvelle acquisition. Donc, je vais vous montrer la moto que j'avais avant, que j'ai toujours, parce que j'ai 2 motos actuellement, parce que l'autre va être vendue, mais on est dans l'entre-deux. Et d'ailleurs, je vais même vous montrer, en fait, parce que là, j'ai fait ça, mais j'ai été bête, parce que ce que je veux, c'est vous montrer surtout la mienne. Vous allez voir qu'elle n'est pas très différente, hein, finalement, parce que c'est un peu le même coloris. C'est une génération 2013 que j'ai. Où sont les photos ? Nous demandons les photos, s'il vous plaît. Alors, ah, voilà. Elle est ici. Ah, alors, super. Alors là, on voit plus rien. Là, on voit plus rien. Pourquoi est-ce que... Mais je comprends pas. Au secours! Modifier la transformation. Oh là là. Au secours! Regardez-moi ça. Mais c'est pas possible. Je ne peux plus... Je ne peux plus changer la... Mais c'est incroyable ça. Transformer, modifier la transformation. Position, taille. Alors si je fais 500... Ouais mais du coup...
400. 500, 400. D'accord. On va faire 700, 550. Voilà. C'est quand même catastrophique. Je peux plus rien bouger en fait. Tout est loqué. La scène, on dirait que la scène elle est loquée. Alors attendez, si on va sur une autre scène, parce que moi je voulais aller ici là, ici. Ah non, je peux rien bouger. Tout est bloqué. C'est n'importe quoi. Ok. Eh ben, écoutez, tant pis. Donc voilà, c'est pas grave. On va laisser cette Hayabusa descendre gentiment et faire son chemin. Voici donc ma nouvelle moto. J'ai eu l'occasion de prendre qu'une seule photo, mais vous allez voir que j'ai des plans, j'ai des idées, j'ai des choses que je veux faire au niveau de la bécane. Donc ce n'est pas grave. Par contre, ce qui va être très très chiant, c'est que j'ai prévu de faire une soirée avec une tier list que je dois déplacer et que ça n'a pas l'air de fonctionner. Et que si je quitte le stream, je n'ai pas envie de couper le stream en fait. Ça m'embête un peu parce que si je dois relancer Streamlabs, bon, c'est pas grave. Donc, j'ai fait l'acquisition hier de cette magnifique Hayabusa de deuxième génération, donc c'est un modèle 2013. La version 2013 apportait quelques modifications intéressantes au niveau de la moto, notamment une des grandes faiblesses de la Hayabusa a toujours été le freinage sur cette moto qui était assez faible, assez léger, et eh bien la version 2013 apporte des étriers Brembo qui sont bien plus mordants et bien plus efficaces et permet enfin dignement d'arrêter ce véhicule. On est en train de se parler d'une moto qui est capable d'atteindre un 0 à 100 en moins de 3 secondes, hein, on est en 2 secondes 4, 2 secondes 5, il n'y a pas vraiment de launch control sur ces bécanes là, donc c'est très compliqué de mesurer ça correctement, parce que la moto au niveau du couple à l'arrière elle est un peu folle, mais on est sur du 0 à 100 en 2 secondes 5. On est sur un 0 à 200 en 7 secondes, hein, donc c'est stellaire, hein, c'est des chiffres qui sont équivalents à ceux d'une Bugatti Veyron, hein, pour vous donner un peu de contexte si vous connaissez le monde de la voiture, et qui fait un 0 à 300 en 18 secondes. On est sur à peu près 18 secondes pour faire un 0 à 300. On regardera tout à l'heure une vidéo d'ailleurs d'un mec qui fait un top speed en fait sur une Hayabusa de deuxième génération. Vous allez voir qu'en fait l'aiguille de vitesse n'a absolument aucune inertie, hein, vraiment. Ça monte. Et en fait, ça ne s'arrête jamais. Il n'y a jamais de ralentissement, vous avez jamais l'impression que l'aiguille ralentit. De toute façon, la Hayabusa, pour vous donner un peu de contexte, c'est une moto qui est capable de prendre 300 en cinquième. Alors qu'il y a 6 vitesses, hein, sur la moto, vous pouvez prendre 300 km/h en cinquième sur cette moto. D'ailleurs, la première vitesse de la moto, hein, la première, prend 180 km/h. Donc vous pouvez vous faire vraiment retirer votre permis et aller en prison en première. Donc depuis tout à l'heure, je parle de chiffres comme ça un petit peu de façon, voilà, c'est incroyable, etc. C'est une moto sur laquelle il faut être extrêmement prudent, parce que déjà d'une part c'est un véhicule qui a un peu le poids des années sur lui, c'est-à-dire que c'est une moto qui n'a pas la conception des motos modernes avec du contrôle de traction, avec des assistances un peu à droite à gauche, et c'est une moto sur laquelle on a du poids, on est à plus de 250 kg sur cette moto là, donc il faut être extrêmement raisonné quand on roule avec ça. Parce que vous pouvez très rapidement en fait vous retrouver à des vitesses totalement inavouables. Donc il faut faire très attention. Faites attention quand vous êtes sur la route, faites extrêmement attention à vous, mais surtout aux autres. C'est surtout les autres auxquels il faut faire attention, parce qu'en règle générale, le problème vient des autres. Donc, comme je l'ai expliqué, ce modèle 2013 intègre eh bien, du freinage plus puissant avec des étriers Brembo, série Or, qui à l'époque était déjà pas mal du tout, et un ABS. Un ABS qui est, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, un ABS c'est un anti-blocage des roues, hein. Et donc en fait, à quoi ça sert? Ça sert en fait à ce que quand vous êtes en train de rouler en fait sur votre rutilante BMW 1200 GS, on va dire ça au pif, eh bien si vous freinez, qu'est-ce qui va se passer? Le mécanisme en fait d'un frein, c'est tout du moins de frein à disque, puisqu'il y a plusieurs types de freins, mais de frein à disque, c'est qu'en fait vous avez donc votre roue, hein, vous avez votre jante, vous avez des disques qui sont en fait solidaires de cette jante, hein, qui tournent en même temps, des disques en métal. Et en fait, vous avez de chaque côté, donc sur ces disques, vous avez des mâchoires qu'on appelle des étriers. Et ces étriers, en fait, ils ont à l'intérieur ce qu'on appelle des plaquettes. Ce sont des petites... des plaquettes, en fait. Hein. C'est un petit objet un peu long, en fait, avec une matière, en fait. Et cette matière-là, c'est du métal frité en règle générale. Et quand vous venez, en fait, serrer votre levier de frein, en fait, les mâchoires vont venir appuyer sur le disque
et donc en fait vont rapprocher les plaquettes du disque, ça va créer un frottement et ça va en fait ralentir la moto, d'accord? Et le problème en fait quand vous avez une moto qui n'a pas d'ABS, c'est que si vous freinez trop fort, vous pouvez bloquer la roue. C'est-à-dire que vraiment, si vous venez trop serrer le levier de frein, en fait, les plaquettes en fait vont venir serrer tellement fort que ça va bloquer le disque, la roue va se bloquer et vous pouvez éventuellement passer par-dessus la moto. Donc ça c'est quelque chose qu'on préfère éviter, passer par-dessus la moto quand on est en train de rouler, c'est pas l'objectif de tout le monde, hein, c'est pas cette fameuse acrobatie qu'on cherche tous à atteindre, donc il fallait réfléchir à des façons en fait, eh bien un petit peu d'éviter ça. Et l'ABS, c'est exactement ce principe-là, c'est-à-dire qu'en fait quand vous allez freiner, si la moto détecte que la roue va se bloquer, en fait, les mâchoires, en fait, les plaquettes et l'étrier, en fait, ça va faire ça. Clac, 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 clac. Ça va se relâcher pour, en fait, éviter justement que la roue vienne se bloquer. Et c'est pour ça que si en voiture ou en moto, vous avez déjà utilisé l'ABS, vous avez déjà déclenché sans faire exprès ou volontairement, vous sentez qu'en fait, votre levier, il fait clac, 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 et vous sentez la moto trembler. C'est tout simplement parce qu'en fait, la moto relâche et réappuie, relâche, réappuie, relâche, réappuie. Alors, il y a des gens qui sont totalement partisans de l'ABS parce que c'est plus de sécurité, parce qu'en règle générale, au global, pour la plupart des utilisateurs, ça reste quand même quelque chose de plus sécurisant. Et il y a des gens qui considèrent que l'ABS, c'est pas forcément quelque chose de très bien parce qu'en fait, si vous voulez, l'ABS peut engendrer par exemple des choses où la distance de freinage va être plus élevée et où du coup vous auriez pu arrêter la moto en réalité. Parce que en gros, imaginons que vous freinez et que à 95% de freinement, la roue va se bloquer. C'est-à-dire qu'à 95% de la puissance de freinage, vous bloquez la roue et vous passez par-dessus. Donc ça veut dire que tant que vous atteignez pas les 95%, tout va bien, la vie est belle, vous êtes comme elle, il n'y a aucun problème, vous voyez ? Mais le problème, c'est que l'ABS, en fait, il va pas se déclencher à 95%. L'ABS, par mesure de sécurité, il va se déclencher à 80%. Donc ce qui veut dire que vous avez ces 15% dans lesquels vous auriez pu venir freiner encore un peu plus fort si vous n'aviez pas d'ABS pour arrêter la moto. Donc il y a des pour et il y a des contre. Aujourd'hui l'ABS est démocratisé partout, il est obligatoire sur toutes les motos, donc la discussion ne se pose plus. Par contre, le fait que la Yabusa ait un ABS et que mon modèle ait un ABS, c'est extrêmement pratique. Pourquoi ? Parce que vous avez le droit de débrider la moto légalement. Alors, pourquoi il parle de débridage ? C'est quoi cette histoire de débridage ? En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'en 2016, et pendant plus de 30 ans, la France était un des seuls pays du monde à brider la puissance des motos. C'est-à-dire qu'en fait, vous aviez toutes les motos de la production française, enfin, la production française du marché français, qui ne pouvaient pas dépasser un certain montant de chevaux. Et ce montant de chevaux, il était de 106. C'est-à-dire que toute moto dont la puissance dépassait 77 kW ou 106 chevaux, eh bien, devait être bridée d'une façon ou d'une autre pour ne pas pouvoir dépasser cette puissance. Alors, loin de moi l'idée de critiquer le gouvernement, loin de moi de critiquer... Mais clairement, hein, on était le seul pays du monde à faire ça, ça a créé des mouvements de manifs, etc. pendant des années, et finalement, le gouvernement a cédé, et cette loi, en fait, elle a pris fin en 2016, c'est-à-dire qu'en 2016, hello Yuli, bienvenue à tous ceux et celles qui nous rejoignent. Cette loi, en fait, elle a pris fin en 2016, ce qui veut dire qu'à partir de 2016, en fait, les motos n'étaient plus sujettes au bridage. Alors, bien évidemment, déjà, une première chose, vous imaginez bien que une moto qui peut sortir 175 chevaux, qui sort 175 chevaux, ou les générations 2 d'Hayabusa qui sont encore plus puissantes parce que la deuxième génération d'Hayabusa elle sort 197 chevaux à laquelle vous enlevez la moitié de la puissance. Bon, déjà c'est comme si demain vous allez acheter une Ferrari parce que vous avez l'argent et que vous voulez rouler dans une Ferrari parce que ça vous fait plaisir d'avoir une voiture aussi belle ou aussi puissante, tout ce que vous voulez. La Ferrari elle fait 500 chevaux, on vous dit par contre monsieur, la réglementation impose que votre Ferrari ne dépasse pas les 250 chevaux. Donc vous vous retrouvez en fait finalement avec un véhicule qui est coupé de la moitié de sa puissance en fait. Et du coup, ça c'est vraiment quelque chose qui est extrêmement dommageable, extrêmement pénalisant et qui du coup se retrouve vraiment... les gens comprenaient pas.
Hayabusa, sorry, can stop laughing, nouvelle moto. Ah oui, bah écoutez, hein, voilà, c'est comme ça. Ils disent ça parce qu'ils connaissent mon histoire avec les motos, hein, ils savent que voilà. C'est une décision qui a été prise en réflexion, en bonne conscience, et voilà, je vous expliquerai après pourquoi est-ce que c'est un sujet de rigolade. Mais voilà. Donc, pendant des années, il y a eu énormément de frustration de la part des motards de ne pas pouvoir rouler en fait dans des motos, et vous vous en doutez, tout le monde ne respectait pas cette législation et il existait des moyens plus ou moins détournés de remettre sa moto en puissance d'origine, mais ce n'était jamais légal, bien évidemment. Si vous aviez un accident grave avec expertise, vous vous retrouviez avec de sérieux ennuis parce que la moto en fait n'était plus aux normes. Il y a de la réflexion, tu l'as déjà essayé à un moment, faut dire. C'est ça. C'est ça, je la connais, la moto. Donc en fait, finalement, en 2016, cette loi saute, et du coup se pose la question de ce qu'on appelle le rétrofit. C'est-à-dire, ok, d'accord, à partir de 2016, maintenant, toutes les motos seront à leur puissance nominale, à leur vraie puissance, mais qu'en est-il des anciennes motos? Parce qu'il existait déjà des dizaines, des centaines de modèles de motos qui dépassaient les 106 chevaux, et qui du coup, on se retrouvait dans cette impasse de dire, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on peut, oui ou non, débrider sa moto? Eh bien, le gouvernement a tranché et a pris la décision que seules les motos dotées d'un système d'ABS seraient éligibles à un rétrofit et donc à un débridage, même si elles datent d'avant 2016. Et donc, effectivement, l'Hayabusa était une moto qui ne rentrait pas dans cette catégorie-là jusqu'en 2013, puisque la première génération d'Hayabusa et la version A, on va dire, de la deuxième génération, donc de 2008 à 2012, ne possédait pas d'ABS. Donc aujourd'hui, si vous faites débrider un Hayabusa première génération ou deuxième génération phase A, la première version de la deuxième génération, vous êtes dans l'illégalité. Ce modèle que moi j'ai acquis hier, c'est un modèle qui est doté de l'ABS, donc la moto est débridée, la moto a tous ses chevaux, elle a ses 197 chevaux, mais c'est légal, c'est-à-dire que moi j'ai le droit de rouler dans cette configuration-là. Donc voilà. Ça c'est pour vous donner un peu de contexte par rapport au rétrofit, par rapport au fait d'avoir ou non le droit de rouler sur des motos à leur pleine puissance. Et du coup, pour clôturer un petit peu sur l'Hayabusa, il y a eu un troisième modèle d'Hayabusa qui a été annoncé il y a très peu de temps, qui sortira en mars 2021, en fin mars 2021, parce qu'on est en mars 2021. Je vais vous la chercher, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Ici, c'est un stream professionnel, donc voilà. Hayabusa 2021, images. Alors, ah oui, par contre, ce qu'on peut peut-être faire... c'est qu'en fait, on peut aller peut-être sur le truc site. Ah ouais, peut-être que ça, je peux faire, attendez. Windows Capture. Je peux aller chercher une capture sur Chrome. Ah ouais, et comme ça, vous allez... Parce que vu qu'on peut plus changer le... Je peux pas changer... Modifier... Attends, ah oui, mais je peux même pas modifier... Je peux même pas modifier la fenêtre. Tout est bloqué. Eh bien, ce n'est pas grave. Attendez. Je vais juste faire un truc. Webcam. Je mets ma webcam par-dessus. Bon, c'est pas très propre. C'est pas très propre, mais au moins, on a ici... voilà. Et donc, ici, vous avez en fait la nouvelle version de l'Hayabusa. Donc, vous voyez, finalement, il y a peu de changements sur ce modèle. On est quand même sur une moto qui reste relativement fidèle à son origine. Si on sait à quoi ressemble un Hayabusa, on peut pas vraiment se tromper sur la tête qu'elle a. Elle a été annoncée il y a peu de temps. Alors, elle apporte beaucoup de choses intéressantes, notamment de l'innovation en termes technologiques, parce qu'il y avait notamment besoin de la remettre à jour au niveau de l'électronique. On intègre un contrôle de traction, on intègre notamment un régulateur de vitesse, on intègre beaucoup de choses pour rendre aussi le véhicule plus contemporain, plus à même de lutter contre ce qui se fait aujourd'hui dans ce secteur-là. Mais par contre, là où il y a un peu une déception à mon niveau, et je trouve, je tiens à le dire, je tiens à taper un peu du poing sur la table, malgré qu'elle ait un design assez sympathique, c'est que en fait, Suzuki n'a pris aucun risque concernant le moteur de l'Hayabusa. C'est-à-dire qu'en fait, le moteur de l'Hayabusa n'a pas changé. C'est exactement le même.
Et pour une moto qui, à l'époque, incarnait un petit peu la toute-puissance, la suprématie, la moto la plus rapide, on est un petit peu déçu, hein, quand on sait qu'aujourd'hui on a des Kawasaki H2R qui sortent 326 chevaux avec un moteur turbo compressé, etc. Alors, on va peut-être pas forcément aller jusque-là, d'autant plus que la H2R c'est une moto qui n'est pas autorisée à rouler sur la route, enfin, c'est spécifique, mais il y avait une intention, une lettre d'intention qui avait été faite par Kawasaki, et on attendait un peu la réponse de Suzuki à ce niveau-là, sur la Hayabusa. Et malheureusement, la Hayabusa n'est pas une moto qui a été innovante sur cette troisième génération au niveau de son moteur. On garde ce 4 cylindres en ligne de 1340 cm3 et donc non plus de 197 chevaux mais de 193 chevaux. Pourquoi? Parce qu'il y a les normes Euro 5, qui sont tombées et qui du coup, castrent un petit peu la moto et l'empêchent d'être aussi performante qu'elle était avant. Parce que maintenant, vous avez des nouvelles normes de pollution et ces nouvelles normes de pollution, toutes les nouvelles motos qui sortent doivent s'y conformer. Et du coup, la Hayabusa perd un peu de puissance. Alors vous allez me dire, 193 chevaux, 197 chevaux, tu nous saoules. Oui, effectivement, en termes de puissance, ça ne se sent même pas. Ça ne se sent même pas, et c'est vrai qu'effectivement, en plus, ils ont dit qu'ils ont retravaillé un petit peu le moteur pour que dans les mi-régimes, elle soit plus nerveuse, etc. Donc dans l'idée, mais c'est une question de principe. Surtout que, Suzuki ont expliqué qu'ils avaient évoqué à un moment donné, ils avaient pensé à l'utilisation d'un 6 cylindres à plat turbo compressé. Donc on est en train de se parler littéralement d'un moteur de Porsche. Un 6 cylindres, un 6 flat, turbo compressé, c'est-à-dire qu'il aurait pu sortir peut-être 240 ou 250 chevaux, inexploitable sur la route, s'entend. Mais du coup, pourquoi acheter la nouvelle Hayabusa? Alors ça, c'est une excellente question que Malak nous pose, et qui est intéressante. Qu'est-ce qui peut nous pousser à acheter la nouvelle Hayabusa? Bah, j'ai envie de dire que déjà, d'une part, l'ancienne Hayabusa n'est plus vendue. En fait, la production de la Hayabusa deuxième génération s'est totalement arrêtée, donc il n'est plus possible d'acheter la deuxième version de la Hayabusa, en dehors de l'occasion. Et pourquoi acheter le nouveau modèle? Eh bien, déjà pour les gens qui voudraient rouler en Hayabusa, qui sont séduits par le style de la moto, et surtout pour les gens qui voudraient avoir une moto un peu plus sécurisante, parce que effectivement, la Hayabusa deuxième génération n'a pas de contrôle de traction, elle n'a pas de régulateur de vitesse, il y a un certain nombre d'options de sécurité en fait qui sont absentes de la deuxième génération et qui seront présentes sur ce modèle-là. D'autant plus que, une chose que je n'ai pas mentionnée, le modèle 2013 de la Hayabusa a reçu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des étriers plus puissants qui mordaient mieux, des Brembo série Or. Ça freine, mais ça freine pas à la hauteur des motos modernes, clairement pas, et d'autant plus que Suzuki a toujours fait une énorme erreur au niveau de la conception de leur moto, et c'est quelque chose qui est assez caractéristique et généralisé à la production japonaise au niveau des motos, c'est l'utilisation de durite en caoutchouc pour le frein. La durite, en fait, c'est ce câble qui va de votre levier de frein jusqu'à l'étrier, et en fait, le problème des durites en caoutchouc, c'est qu'elles ont une endurance qui est très faible, c'est-à-dire que si vous freinez assez fort, 5-6 fois, ça va commencer à s'échauffer et vous allez plus avoir de frein de la même façon, mais en plus, le feeling du frein n'est pas du tout le même, il n'est pas aussi bon que les durites aviation, les durites Avia, qui sont notamment utilisées dans la production européenne. Aujourd'hui, quand vous achetez une routière européenne ou une sportive européenne ou un roadster européen, vous allez avoir des durites aviation la plupart du temps qui est bien plus agréable en termes de feeling et en termes de progressivité et d'endurance. Et du coup, sur ce nouveau modèle d'Hayabusa, on a des étriers Brembo Stylema qui sont aujourd'hui ce qui se fait de mieux en termes de freinage. Hein. Les Brembo Stylema, c'est vraiment ce qu'il y a de plus stylé et qui freine vraiment excessivement bien. Donc on va avoir un véhicule qui va être extrêmement puissant, parce que la Hayabusa reste un véhicule très puissant, mais aussi qui va être capable de freiner fort, et ça c'est important pour avoir un peu de sécurité quand on est sur des véhicules qui sont à la fois aussi rapides, mais aussi lourds, parce qu'un Hayabusa reste quand même un véhicule assez lourd par rapport à une Hypersport. Si on prend un R1 ou une Panigale ou un S1000RR, ce sont des motos qui font dans les 200 kg tout plein fait, alors qu'un Hayabusa va plutôt aller chercher les 250 kg. Donc on est quand même sur quelque chose d'un peu plus lourd. Donc ce nouveau modèle qui sort sera proposé à un tarif plus élevé que la deuxième génération. La troisième génération d'Hayabusa va être proposée à quelque chose comme 18 000 €, donc elle est quand même sensiblement plus chère. Elle existe en différentes couleurs. Moi personnellement, je suis assez fan de ce modèle-là. J'aime bien cette couleur-là.
Et je pense que si on va dessus, on va sur le site, parce que en fait, voilà, il faut que je vous le montre, mais il faut que vous puissiez voir. Voilà, donc là on est sur le coloris, attendez, hein, comment ça, qu'est-ce que, ok, oui, j'accepte, ah voilà, donc on a ce modèle-là qui est donc le Glass Sparkle Black avec le Candy Burn Gold, donc c'est un biton qui, ma foi, est pas mal, j'aime bien, je trouve que la moto elle rend bien, elle a un côté sobre mais assez classe avec ce doré qui n'est ni trop peu ni trop fort, on est vraiment dans un juste milieu, c'est presque une couleur un peu ambre que je trouve assez sympa. On va avoir cette couleur là, le Pearl Brilliant White avec le Metallic Matte Stellar Blue qui sont pas mal, hein. Vous remarquez, hein, c'est du bleu, hein, c'est un bleu, une espèce de bleu, bleu marine foncé, mais qui lui donne aussi une certaine classe. Et moi ma préférée, hein, traitez-moi de weeb mais bon c'est comme ça, c'est celle-là avec le Metallic Matte Sword Silver et le Candy Daring Red qui est vraiment pour moi à tomber. Elle est à tomber, je la trouve vraiment extraordinairement belle. Salut Clizy, bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent, bienvenue sur la chaîne. Donc vraiment pour moi, les trois modèles sont plutôt réussis en termes de couleurs. Il y a vraiment eu des couleurs sur la Hayabusa dont j'étais pas fan. Mais ces trois modèles sur la nouvelle génération me plaisent pas mal. Ça me plaît pas mal, j'aime bien, je trouve ça assez sympa. Donc vous voyez, hein, comme je vous disais, voilà, lors de son lancement en 1999, la première génération d'Hayabusa a surpris le monde de la moto par son niveau de vitesse, de puissance et de performance. Elle a instantanément obtenu le titre de la moto de série la plus rapide au monde et a donné naissance à la catégorie des Ultimate Sport Bikes, les sportives ultimes, donc c'est-à-dire vraiment, alors... Ça c'est un titre un peu pompeux, hein, parce que, laissez-moi vous le dire tout de suite, un Hayabusa ce n'est pas... J'aime bien ce coloris. Quel coloris? Celle-là? C'est laquelle que vous préférez? Dites-moi dans le chat c'est laquelle que vous préférez, la première, la deuxième ou la troisième. Faisons un sondage. La Hayabusa, c'est une moto extrêmement puissante, à l'aise sur des grandes courbes, qui s'emmène assez facilement parce que le centre de gravité de la moto est bas, et donc du coup, même s'il y a un peu de poids, vous l'emmenez facilement la moto, mais ne vous y trompez pas, la Hayabusa n'est pas une sportive, c'est une Sportivo GT, c'est-à-dire en fait une routière avec des capacités un peu sportives, mais jamais une Hayabusa n'est capable de tenir une sportive sur des routes de montagne ou sur un circuit. Alors là on oublie complètement. La Hayabusa c'est vraiment une moto qui est faite pour les kilomètres, pour se faire plaisir, prendre des grandes courbes assez rapidement, mais ce n'est pas une moto faite pour les chicanes, etc. Le blanc, bah moi je trouve que le blanc est très sympa, c'est vrai qu'il est beau, hein, en blanc et bleu comme ça, il a un côté peut-être un peu plus sobre, mais un peu plus classe. C'est vrai que celle-là elle est un peu plus tape à l'œil, moi j'aime bien les bécanes un peu voyantes, mais j'avoue que les deux sont sympas. Alors on a toujours ces pots d'échappement qui sont gigantesques, mais d'origine qui sont un peu plus beaux je trouve, sur cette nouvelle version que sur le modèle précédent. Les pots d'échappement sur l'Hayabusa 2013, je les trouve vraiment absolument ignobles. Vous allez voir, c'est moche. Vraiment c'est moche. Pour moi, là on est sur quelque chose qui est vraiment pas beau du tout. Alors que là, bon, ça passe un peu mieux. Je trouve que ça passe un petit peu mieux. C'est un peu plus agréable. Et donc voilà, sur la nouvelle génération d'Hayabusa, eh bien on a pas mal de petites choses. Donc le moteur, ouais, regardez tout ce qu'ils ont mis. Contrôle de traction, les modes d'alimentation, donc ça c'est vous avez 3 modes de puissance selon comment vous voulez rouler. S'il fait beau dehors, s'il y a du grip, si c'est sec, vous mettez le mode pleine patate. Si il y a Ragnarok dehors et qu'il pleut à avoir 50 cm d'eau sur soi, on va plutôt mettre un mode C, tranquille, voilà. On a un shifter bidirectionnel, donc ça c'est intéressant sur cette moto. On n'a pas de shifter sur les Hayabusa jusqu'à ce modèle là. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un shifter, quand vous êtes en train de rouler en moto, si vous voulez passer une vitesse, il faut relâcher l'accélérateur, débrayer sur le levier d'embrayage et passer votre vitesse au pied. Quand vous avez un shifter, vous pouvez garder la moto soudée en termes de gaz, vous êtes à l'accélération, et juste vous donner des coups avec le pied et la moto, elle passe les vitesses sans avoir besoin de débrayer, ce qui est extrêmement agréable en conduite un petit peu énervée, un petit peu sportive. Quand vous accélérez, c'est super sympa, et ça permet en fait tout simplement de se libérer de l'embrayage, ce qui est pas mal. On a un contrôle anti-soulèvement. Alors contrôle anti-soulèvement c'est quoi? C'est un anti-wheeling, donc c'est à dire qu'on empêche la moto de cabrer quand vous accélérez, hein, puisque sur des motos aussi puissantes c'est des choses qui peuvent arriver, hein, d'avoir du cabrage.
On a un contrôle du frein moteur, alors ça c'est très intéressant. Le frein moteur, c'est en fait quand vous êtes par exemple en train de rouler et que vous rétrogradez, vous passez la vitesse en dessous, vu qu'en fait vous allez augmenter le régime moteur, parce que si vous êtes par exemple à 130 km/h, en sixième ça va vous donner 5000 tours minute, mais en cinquième ça va vous donner 6000 tours minute. Et du coup le frein moteur, c'est l'action en fait de rétrograder pour monter dans les tours, ce qui en fait va mécaniquement ramener la moto à ralentir, parce que du coup vous allez avoir plus d'inertie dans le moteur, et quand du coup vous allez relâcher l'accélérateur, hein, ça c'est pas en accélérant mais en relâchant l'accélérateur, et bien du coup le moteur va essayer de se calmer, et du coup ça va réduire en fait la vitesse de la moto, ce qu'on appelle le frein moteur, et ça vous pouvez le contrôler là-dessus. Vous avez un limiteur de vitesse, non pas juste un régulateur de vitesse, mais aussi un limiteur, c'est-à-dire que vous pouvez vous caler une vitesse à 140 km/h, vous accélérez à fond, la moto ne dépassera jamais ça. Ce qui sur une moto comme la Hayabusa peut être extrêmement pratique, croyez-moi. Le launch control, alors ça vraiment, bon... Ça, c'est vraiment pour ceux et celles d'entre vous qui veulent se faire plaisir, à utiliser une fois de temps en temps. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un launch control, c'est tout simplement une fonctionnalité qui vous permet d'avoir la moto à l'arrêt, vous accélérez à fond, la moto va se bloquer à un nombre de tours minute, à 6000 tours minute, comme si c'était le rupteur, elle va être là, et dès que vous allez relâcher l'embrayage, elle va partir. C'est pour des départs arrêtés canon. Et puis on a aussi un régulateur de vitesse qui est intéressant, un système de freinage couplé, alors ça c'est vachement intéressant, le fameux CABS et freinage couplé que Honda utilisait depuis de nombreuses années, qui vous permet en fait quand vous freinez juste avec le frein avant, parce qu'en fait le levier de frein ne freine que de l'avant, et bien quand vous utilisez ce système là, quand vous freinez, ça va actionner à la fois le frein arrière et le frein avant. Parce que le frein arrière, normalement, il s'actionne avec la pédale de droite. Vous avez une petite pédale à droite, un petit pédale tout simplement, hein, et ça permet aussi d'actionner le frein arrière. Et ça, c'est quelque chose qui, sur un freinage combiné comme ça, permet de l'avoir sans avoir besoin d'aller chercher eh bien, la pédale. Et puis voilà, une aide au démarrage en côte, voilà, on a pas mal de petites choses. Donc au niveau de l'instrumentation, moi je suis très très satisfait de ce qui a été fait au niveau de l'instrumentation de ce véhicule, parce qu'en fait, on n'est pas dans le tout digital, et sur un compteur comme celui de la Hayabusa, je vais voir si je vous montre Hayabusa 2013, compteur, vous voyez, allez, ça c'est un compteur d'Hayabusa, de la mienne. Vous voyez, en fait, on a les aiguilles, au milieu, on a l'indicateur de rapport engagé, le nombre de kilomètres, mais on est sur un compteur tout aiguille, et c'est vrai que par rapport au digital, par rapport à des compteurs comme ça, eh bien, ces compteurs-là, c'est des compteurs qui font perdre un peu de leur âme sportive aux motos. Les aiguilles, ça a toujours été quelque chose qui a eu un côté très sportif. Quand vous accélérez et que vous voyez l'aiguille qui fait... Il y a toujours ce côté très sportif. Et c'est vrai qu'effectivement, moi, ça m'aurait embêté sur les modèles nouvelle génération d'Hayabusa qui soient passés au tout digital, et ils ne l'ont pas fait. La moto est toujours dotée... Alors, je sais pas si on n'a pas des photos du compteur. Peut-être qu'on peut aller regarder directement dans les galeries. Il doit y avoir des galeries, plein de galeries, 60 photos. Est-ce qu'on va trouver une photo du... Voilà, super. Là, vous avez la photo du compteur. Donc, vous voyez, on garde toujours ces 4 jauges, en fait. On a le contour et le compteur de vitesse, bien sûr. On a l'indication du liquide de refroidissement à la température moteur, hein, en simplifié, on va dire. Et à gauche, la jauge de carburant. On est sur un véhicule qui a quand même en fait un réservoir assez costaud, parce qu'on est sur un réservoir de plus de 20 litres, donc sur une moto qui consomme pas tant que ça, parce que vous avez tellement de cylindrées sur ce véhicule et vous avez tellement de gras, qu'en fait, pour vous donner un ordre d'idée, en fait sur un Hayabusa, on est là, vous voyez en fait, on voit que la zone rouge elle commence à 11 000 tours minute, on a donc un rupteur à 13 000, et en fait sur cette moto là, quand vous êtes en 6ème vitesse, à 5000 tours minute, c'est-à-dire que vous n'êtes même pas à la moitié du compte tour, vous êtes à 160 km/h. Donc, imaginez que vous êtes en 5ème, vous êtes déjà 30 km/h au-dessus de la vitesse autorisée la plus rapide, hein, 130 km/h sur les autoroutes françaises, et la moto, elle dort littéralement. C'est-à-dire qu'elle est même pas à la moitié de sa puissance délivrée, quoi. Donc, c'est des motos qui, du coup, ont tellement de couple qu'elles ne consomment pas tant que ça.
le modèle que moi j'ai est donné pour 6,5 litres en consommation mixte, ce qui est vraiment très peu hein, pour une moto avec des performances aussi incroyables. Et ce modèle-là, apparemment, ils l'ont retravaillé pour qu'elle ait encore moins de consommation. Et alors, quelque chose qui est intéressant à regarder, je sais pas si vous voyez, mais si ça se voit, ils ont redressé un peu la moto. Vous voyez ici en fait on voit comment les guidons sont, les demi-guidons sont placés. En fait le T de fourche que vous voyez en fait au niveau des petites vis dorées, il est enfoncé parce qu'en fait ils ont surélevé finalement un peu le guidon pour lui donner une position un peu plus droite. Là en fait je pense qu'on le voit ici. Vous voyez, regardez. Là on est directement au niveau de ces vis là hein, du T de fourche, alors que là c'est un peu surélevé. Alors ça représente que quelques centimètres, mais ça change tout au niveau de la position. C'est vraiment complètement différent. Et ça, c'est une des choses, par exemple, que moi je vais faire en modification sur ma moto. J'ai quelques plans pour mon Hayabusa, et notamment une des modifs que je vais faire, c'est intégrer un rehausseur de guidon. Donc en fait, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Hop. Hop. On va voir si j'arrive à vous le trouver. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça ressemble à ça. Il faudrait qu'on ait un peu une... Ah oui, ça a ouvert une autre fenêtre. Alors ça, c'est dommage. En gros, l'idée, c'est que vous avez en fait des barres qui en fait qui prolongent en fait dans le guidon de la moto. Et en fait, vous enlevez ces barres et vous mettez celles-là qui sont un petit peu rehaussées et qui du coup permettent d'avoir un guidon un petit peu plus haut et du coup d'avoir une position un poil moins fatigante, parce que ça reste des motos qui ont quand même des positions qui sont un peu fatigantes. C'est moins fatigant, moins contraignant qu'une hyper sport où vraiment vous êtes à l'attaque, mais ça permet un petit peu d'être un petit peu plus à l'aise, donc c'est quelque chose qui est pas mal. Donc voilà, on s'est un petit peu parlé de la Hayabusa, on s'est un petit peu parlé de cette nouvelle moto que j'ai acquis. Et maintenant, on va faire une petite plongée rigolote dans mon passé. Et je vous ai préparé un petit truc en fait, juste là. Et donc je vous ai préparé une tier list parce que j'ai eu l'occasion, j'ai eu l'immense chance et l'immense privilège dans ma vie de conduire un certain nombre de motos, d'en posséder un certain nombre, mais d'en conduire un certain nombre. Et aujourd'hui est venu le temps des cathédrale, pas du tout. Il est venu le temps de faire cette tier list qui va nous permettre de déterminer, finalement, une bonne fois pour toutes, quelles sont les motos incroyables et quelles sont les motos non. Donc vous voyez, j'ai fait en vrai quand tu veux, je dors avec. Donc vraiment la moto que je peux utiliser au quotidien sans aucun problème. Aucun problème, mais un jour de repos par semaine. Donc là, on est sur quelque chose de vraiment toujours excellent, mais quand même du calme. On aime à la rédac, mais c'est pas parfait. C'est-à-dire que vraiment, ça pourrait être un petit peu amélioré. Original, belle qualité, mais non. Si on peut éviter, non. Si on n'a pas d'autre choix, on va prendre, mais vraiment, on évite si on peut. Et juste non. Juste non, juste oublie que j'existe, d'accord? Donc... on va passer un petit peu en revue les différentes motos que j'ai pu avoir, et vous allez avoir l'occasion de vous moquer un petit peu de moi puisque vous allez avoir des photos un peu dossier, mais c'est pas grave, on est là pour ça. Donc on va aller chercher ici la toute première moto que j'ai eue, qui était une moto en location, voilà. Alors, ça va être chiant à chaque fois parce que je vais devoir modifier la transformation et je vais devoir changer ça à chaque fois. 300, 200... Ah, c'est un peu petit. C'est un peu petit. 600, 400. Voilà. C'est très très chiant que je ne puisse pas modifier le... Je comprends pas pourquoi je peux pas modifier le truc. Je suis obligé de me déplacer comme ça à chaque fois. Donc voilà, cette moto-là, c'est la première moto que j'ai eue, là, vous voyez, sur cette photo, j'ai 22 ans. 22 ans, donc c'était il y a presque 10 ans. Presque il y a 10 ans. Et donc ceci est un Hornet, un CBR 600 Hornet. Donc un roadster, une moto avec un guidon droit.
C'est une moto que j'ai eue chez Darkos Location, avenue de la Grande Armée à Paris. C'est une entreprise qui fait de la location moto que vous pouvez louer pendant 1 jour, 2 jours, 1 mois, 6 mois si vous le souhaitez. Et à l'époque, j'avais pas de sous. Donc, j'étais parti sur l'idée d'une location de moto. Et donc, j'ai loué une Hornet 600. Vraiment, ça me trigger à fond de pas pouvoir régler la taille. Je comprends pas pourquoi transformer. Je comprends pas pourquoi je ne peux plus. Je peux plus changer la taille de mon truc en fait. Je pense que le logiciel a planté, mais j'ai pas envie de couper parce que si je coupe en fait ça va tout foutre en l'air, donc et vous allez tous partir et je vais pleurer. Donc c'est pas grave, on va le faire comme ça. La prochaine fois on fera mieux. Mais du coup, eh bien, cette moto, la Hornet 600, a été ma première moto. Donc, c'est un roadster rempli de qualité. C'est du Honda. Honda, c'est des motos qui sont extrêmement faciles à utiliser. C'est vraiment... Les motos Honda, c'est des motos de moto-école. C'est vraiment... c'est facile, c'est doux, c'est agréable, les vitesses passent bien, ça consomme pas, c'est pas gênant. Il n'y a pas vraiment de défaut dans les motos Honda. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas véritablement de qualité exceptionnelle sur les motos Honda. Une moto Honda, en règle générale, c'est pas une moto qui va vous faire vibrer, tout du moins si vous avez la possibilité... Attendez, je suis pas non plus... voilà, mais si vous avez la possibilité d'essayer d'autres motos dans votre vie, d'autres marques de motos, et notamment peut-être des motos européennes qui vont être un petit peu plus rugueuses, qui vont avoir un peu plus d'âme, c'est vrai que quand vous allez vous tourner vers une moto Honda, voilà, c'est... Sachant que cette moto, en plus, elle fait 106 chevaux, donc c'est une moto qui était vraiment à la limite de la puissance, et qui, pour moi, elle est très bien, elle dépanne, mais clairement, elle manque d'un truc ou deux pour en faire quelque chose de, au moins, de correct. Donc moi, personnellement, celle-là, je vais la mettre dans On aime à la rédac, mais c'est pas parfait. Je suis pas un fan absolu de la Hornet, dans le sens où c'est une moto qui m'a rendu des services, mais voilà, c'est pas... Ah, je dois encore réduire. Attendez. 200, 150. Voilà, et là c'est bien. Et donc je vais la mettre ici, directement dans On aime à la rédac, mais c'est pas parfait. Voilà. Donc ça, on va alterner entre des motos que j'ai conduites et des motos que j'ai possédées, d'accord ? Donc là, ça c'est la première. La deuxième est encore une moto que j'ai possédée, hein, que j'ai eue. Donc on va aller la chercher. Hop. Et sur celle-là, je crois que j'ai pas de photo où je suis dessus, donc on va le faire comme ça. Hop. Voilà. Donc 600 et 400 en taille. Voilà. Donc ça... C'est toujours une Honda, hein, chez Darkos Location, ils avaient beaucoup de Honda. Et ça, c'est une CB1000R. Donc en fait, si vous voulez, c'est la grande sœur de la Hornet, de la CB600R. C'est un 1000 cm3 qui, si je ne dis pas de bêtises, sortait 133 chevaux à l'époque. Donc c'était déjà quelque chose d'un petit peu plus costaud. Et effectivement, la Honda CB1000R est une bonne moto. C'est une belle moto, c'est une bonne moto, je la trouve plutôt bien finie. C'était le haut de gamme, entre guillemets, le véhicule, entre guillemets, le plus énervé en termes de roadster chez Honda à l'époque. Et c'est une moto qui m'a plu, sur laquelle j'ai passé des bons moments. Mais encore une fois, dans les roadsters un peu énervés chez Honda, c'est presque du mid-size, c'est-à-dire des roadsters de moyenne cylindrée, chez les autres constructeurs. C'est des motos, encore une fois, qui sont extrêmement agréables pour leur côté facile à conduire, à emmener, etc. Mais ça n'a pas d'âme. Ça n'a pas d'âme. C'est des motos qui n'ont pas d'âme pour moi. Ça manque de quelque chose. Et c'est utilitaire. C'est très utilitaire, ça fait bien le boulot, ça fait ce qu'on lui demande. Mais je dirais pas que la CB1000R est une moto qui m'a laissé une empreinte indélébile. Et je dirais même peut-être que la Hornet m'a plus apporté quelque chose, parce que c'était ma première moto en vérité, hein, même si c'était une moto de location.
C'était vraiment une moto, qui m'a pas marqué la CB 1000R. Voilà, je pense que, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être descendre la Hornet ici. Donc vraiment, si j'ai pas le choix, je la conduis, il n'y a pas de problème. Et la CB 1000R, je vais la mettre dans la même catégorie. Je sais que je suis un petit peu violent, mais vous inquiétez pas, c'est pour la bonne cause. Non, 300 c'est... Voilà, 200, 300. Donc, on va la mettre... On va la mettre directement dans cette catégorie-là aussi, la CB 1000R, parce que, voilà, c'est pas des véhicules qui m'ont profondément marqué. Voilà, c'est pas fou. Donc, on va pouvoir passer... donc voilà, ça, c'était des motos que j'avais eues en location. Et puis, un jour, on a eu la possibilité, à l'époque, avec mon ex-compagne, d'aller chercher quelque chose d'un petit peu plus énervé, d'un petit peu plus qualitatif, et surtout qui m'appartiendrait. Et du coup, j'ai fait l'acquisition d'un véhicule que vous allez voir juste ici. Et je vais vous le montrer sans que je sois dessus, parce que ça casse un peu le truc. Alors que si je vous la montre sans ça, vous allez voir que... Voici la première moto qui m'a appartenu. Il s'agit d'un Hayabusa de première génération. Donc, les premiers modèles d'Hayabusa, vraiment toute première génération. Donc, oui, j'ai passé mon permis pour avoir un Hayabusa. Et la première moto que j'ai achetée et qui m'a appartenu, c'était un Hayabusa. Donc, cette moto, je suis allé la chercher, si je ne dis pas de bêtises, en septembre 2012. J'ai passé mon permis en mars 2012 et je suis allé chercher cette moto en septembre 2012. Et il s'agissait donc d'une première génération d'Hayabusa, donc les tout premiers modèles d'Hayabusa. Et en plus de ça, il y a quelque chose à savoir concernant l'Hayabusa. Je vais juste faire un truc, je vais passer l'album en instrumental. Parce que là, ça fait un moment qu'on est dessus et j'aimerais bien... instrumental. Merci. Comme ça, c'est de l'instru. Ce sera un petit peu plus sympa. Donc, il y a quelque chose à savoir sur les premières générations d'Hayabusa, c'est que, en fait, on est sur quelque chose d'un peu particulier concernant cette moto, dans le sens où l'Hayabusa, quand elle est sortie, elle a vraiment révolutionné le monde de la moto en brisant toutes les limites, toutes les barrières. On s'était rendu compte qu'on est sur une moto qui avait une puissance phénoménale, les 300 km/h étaient explosés, etc. Et il faut savoir que l'Hayabusa, à cette époque-là, avait eh bien, un compteur qui était gradué jusqu'à 350 km/h, parce que la moto prenait de facto 340 compteurs. Vraiment. Mais 340 compteurs avec l'erreur sur comment dire, sur l'indicateur de vitesse, en vrai, ça vous donnait un 300 GPS. Et en réalité, c'est ce qui se passe. Vous avez toujours... Sur vos voitures, normalement, aucune voiture n'a une indication de vitesse qui soit précise à 100%. C'est-à-dire qu'il y a toujours en fait une marge d'erreur entre 5 à 10%. 10% c'est vraiment énorme, mais c'est plutôt 5%. Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous roulez à 55 km/h dans votre voiture, vous roulez réellement à 5%. Sauf que 5% de marge d'erreur, c'est pas la même chose à 50 km/h qu'à 300. Si vous êtes à 300 km/h, 5% de marge d'erreur, c'est 15 km/h. Si vous êtes à 100 km/h, c'est 5 km/h. Ainsi de suite. D'ailleurs, même c'est des fois plus du 10%, et donc le 330 à 300 se comprend. Et plus vous montez, plus vous avez des contraintes aérodynamiques qui font que cette différence se creuse énormément. Et du coup, la Hayabusa première génération, les tout premiers modèles, avaient un compteur de vitesse qui était gradué à 350 km/h. Et lorsque la Hayabusa passe ce record donc, de vitesse, ça commence à faire grincer un peu des dents dans différentes autorités, divers gouvernements, dans divers pays, parce que ça commence à faire un peu peur, qu'il y a un peu une montée comme ça d'une vague de violence mécanique, de violence autoroutière dans lesquelles les gens vont rouler à des vitesses pas permises. Et donc... suite à des pressions
de la part de certains gouvernements, etc., un consortium de constructeurs japonais, donc en l'occurrence ici Suzuki, Yamaha, Honda et Kawasaki, ont pris la décision tacite, commune, de limiter les compteurs de vitesse sur tous les véhicules motorisés 2 roues à 300 km/h maximum. Vous allez me dire, c'est hypocrite, c'est franchement hypocrite, parce que je vois pas en quoi on se tue moins facilement à 300 qu'à 350. Je veux dire, à un moment donné, on a dépassé un seuil qui est tellement hallucinant, tellement insane, qu'en fait, finalement, mais ça va rien changer. Ça va rien changer du tout, quoi. Tu vas te tuer quoi qu'il advienne, à 300 km/h ou à 350, mais il y a une forme d'hypocrisie quelque part. C'est-à-dire que la moto peut prendre plus, mais elle n'a pas ça. Et du coup, cette moto que j'avais était une génération 2001 qui était en fait la dernière année sur laquelle la Hayabusa possédait le compteur gradué à 350 km/h. Ce qui fait que j'avais une moto un petit peu unique. Et cette moto a été extrêmement complexe et contradictoire pour moi. D'un côté, c'était la moto que j'avais toujours voulu. En plus, très unique, vous le voyez, je sais pas si vous le voyez là-dessus, mais en fait, la peinture était mate. C'était une peinture personnalisée mate, noir mat, avec le kanji qui représente donc le Hayabusa, qui veut dire faucon pèlerin, qui avait été refait par-dessus, un peu fluo, un peu blanc fluo, enfin, il était très visible. La moto était relativement bien équipée, elle avait une selle confort, elle avait un tapis... tapis de réservoir en fait Baxter qui permettait d'accrocher des valises dessus, etc. Enfin, la moto était très bien équipée. Et c'était la moto pour laquelle j'avais passé mon permis, donc moi j'étais ravi à l'époque. Sauf que, eh bien en fait à l'époque, moi je faisais pas mal de villes. Et je travaillais en fait dans la petite couronne parisienne en fait. J'étais du côté de Boulogne-Billancourt et quand je rentrais en fait je devais me taper des bouchons et des bouchons et des bouchons. Et en fait ce qui s'est passé c'est que au bout de quelques mois je n'en pouvais plus de la Hayabusa parce que la position en fait me rendait fou. J'avais mal partout. Je ne le vivais plus comme quelque chose d'agréable. Et du coup j'avais pris la décision à l'époque de me séparer de la Hayabusa. Et je me suis séparé de la Hayabusa, je l'ai échangé contre une autre moto, celle qu'on va voir juste après. Et malheureusement, eh bien, j'ai dû me séparer de cette moto, de cette superbe moto. Donc vous allez voir qu'il y a une histoire après, et c'est assez c'est cocasse, comme dirait Bonisseur de la Batte. Et du coup, où est-ce que je situe la Hayabusa? Et surtout ce modèle d'Hayabusa, parce que c'est surtout ça qui est intéressant. Je dirais que cette Hayabusa particulièrement, parce qu'elle est dans mon cœur, parce que c'est la première Hayabusa que j'ai eue, je peux pas la mettre en on aime à la rédac mais c'est pas parfait. Mais en même temps, je me vois pas la mettre en aucun problème mais un jour de repos par semaine parce que ça reste quand même un véhicule qui pour moi est extrêmement contraignant et qui n'a pas les... Si aujourd'hui je devais acheter un Hayabusa de première génération, je le ferais pas. Je préférerais m'acheter une autre Brel à 4000 €, 5000 € dans ces prix-là. Je préférerais m'acheter autre chose. J'irais pas m'acheter un Hayabusa de première génération parce que c'est trop de contraintes. Donc, je vais la mettre en on aime à la rédac, mais c'est pas parfait. Mais avec un petit cœur dessus quand même parce que ça reste une moto exceptionnelle et vraiment la moto pour laquelle j'ai passé mon permis. Donc, on passe sur un 300, 150 ? Non, 300, 200 on avait dit. Non, c'était pas 200, 150 ? Ouais, c'est plutôt ça. Donc voilà, on va mettre ici notre Hayabusa première génération, et vous inquiétez pas, il va y en avoir d'autres, parce que ça n'était pas ma seule Hayabusa, donc j'en ai eu quelques-unes. Donc la Hayabusa de première génération, on va la mettre ici, et donc comme je vous expliquais, cette moto, je l'ai échangée. Je l'ai échangée contre... une grosse merguez, mais une vraie grosse merguez. Je sais pas si on peut utiliser le terme de merguez pour les motos, comme on l'utilise sur les voitures, comme Villebrequin, chaîne Villebrequin le fait, voilà. Mais j'ai échangé la Hayabusa contre une moto qui était une bonne grosse merguez des familles, mais vraiment une bonne grosse merguez des familles. Et cette merguez des familles, je vais aller vous la chercher pas plus tard que tout de suite. Et je vais peut-être me faire insulter dans le chat, mais moi je vous le dis, c'était une bonne grosse merguez. Voilà la moto que j'ai, avec laquelle j'ai échangé la Hayabusa contre un Z1000, Kawasaki Z1000 de 2003.
si je ne dis pas de bêtises. Et alors, les gars, cette moto, bon déjà la moto, elle était modif à 2000. C'est-à-dire que vraiment, elle était modifiée à 100% la moto. Il y avait un guidon street, il y avait des trucs un peu de couleur partout. Mais alors là, vous voyez, c'est du rouge. Mais ça, c'était les photos que le proprio m'avait envoyées. Parce qu'en réalité, la moto, elle était pas rouge, elle était rose. Elle était rose parce qu'en fait, c'était des pièces de mauvaise qualité et qui, au soleil, ça avait rosi. Donc, une catastrophe. Le Z1000, c'est un roadster qui est très populaire chez Kawasaki. Moi, je vous avoue que cette moto, elle ne m'a laissé que des mauvais souvenirs. Alors déjà, il faut savoir, petite anecdote, mais en fait, cette moto, je suis allé... Poitiers, c'est le Futuroscope? Non, Poitiers, c'est plus bas. Si, c'est Poitiers, Perpignan, c'est en bas, Poitiers. Donc, je suis allé au Futuroscope, enfin, à l'endroit du Futuroscope, pour échanger la Yabusa contre cette mécane. Parce qu'en fait, les mecs qui me l'échangeaient, c'était un mec et son pote, ils venaient de Perpignan, quelque chose comme ça. Donc en fait, on s'était rencontrés à peu près à mi-chemin, et on échangeait Hayabusa contre Z1000. La Yabusa, vraiment, j'ai mis 3 heures pour faire Paris-Poitiers avec. 3 heures. 3 heures en prenant des pauses, petit café, machin, etc. Moi, quand je roule, quand je fais des road trips, j'aime vraiment prendre des pauses assez régulièrement, profiter, voilà. Et donc j'avais mis 3 heures pour rentrer, enfin pour amener la Yabusa à Poitiers. On compte les mecs, on discute, tout ça machin. Je prends la moto et je rentre. Je mets 5 heures pour rentrer. Alors je me dis bon, c'est un roadster, je prends le vent dans la gueule, etc. machin, pas de problème. Sauf que, un truc qui me paraissait bizarre. J'étais à 130, comme ça, je savais pas s'il y avait des radars ou quoi, donc je suis voilà, tranquille, 130, roulez à 130, hein, roulez pas plus qu'au-dessus de la limitation de vitesse, c'est important. Et je voyais des mecs qui me dépassaient. Moi j'étais en mode, c'est pas possible, enfin, ils sont à 150, 160, tous. Donc je me mettais sur la voie de droite, enfin, j'étais à 130, je me mettais sur la voie de droite, puis je roulais comme ça. Et puis, en rentrant, je sais plus pour quelle raison, je crois que j'ai emmené la moto en révision. Ou non. J'ai utilisé une app GPS sur mon téléphone qui mesure en fait la vitesse maximale atteinte. Et du coup, je prends la moto, je sors, je vais sur l'autoroute, je me mets à 130, je roule à 130 pendant un moment, je m'arrête, je redescends. Et l'application sur l'iPhone donnait la vitesse maximale. Et là, je vois que la vitesse maximale indiquée sur la moto, enfin sur l'app iPhone, c'était genre 105 km/h. Je t'en mode... Mais attends, c'est pas possible. Ça peut pas être la marge d'erreur du constructeur, ça. 25 km/h de différence à 130. En fait, ce qui s'est passé, c'est que les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont changé la démultiplication de la moto. Donc c'est quoi changer la démultiplication? Vous avez votre moteur, et votre moteur, en fait, il sort sur un pignon. Ce pignon, il est attaché à une chaîne, et cette chaîne, elle va rejoindre la couronne qui est sur la roue arrière, d'accord? C'est ce qui permet, la transmission, c'est ce qui permet d'envoyer la puissance du moteur à la roue arrière pour que la moto, elle roule, parce que sinon la moto, elle est arrêtée. Et en fait, vous pouvez, si vous le souhaitez, changer la couronne et le pignon par des couronnes ou des pignons plus grands ou plus petits, en fonction de ce que vous voulez. Parce que si vous changez, en fait, plus petit ou plus grand, ça veut dire qu'en fait, ils auront plus de dents. Vous voyez, un pignon avec des dents comme ça autour, et vous pouvez le changer pour qu'ils aient plus ou moins de dents. Et ça, qu'est-ce que ça provoque, en fait, en termes de comportement sur la moto? Eh bien, ça augmente l'accélération ou la vitesse de pointe. Ce qui vous permet d'avoir une moto, si vous sentez que la moto elle a une accélération un peu faible, vous changez le pignon et la couronne, le pignon de sortie de boîte et la couronne, et ça vous permet par exemple avec ce qu'on appelle un -2 + 1, par exemple vous enlevez une dent à la couronne et vous rajoutez 2 dents au pignon, ça va vous permettre d'avoir une moto plus nerveuse, qui va accélérer plus fort et qui va perdre en vitesse de pointe. Le problème c'est que quand vous faites ça, vous faussez la vitesse de votre moto. Parce qu'en fait, la vitesse, elle est prise au pignon. Elle peut être prise à différents endroits, mais normalement, elle est prise au pignon. Et du coup, comme elle ne comprend plus ce qui se passe, parce qu'à la base, le calculateur de la moto, il est
programmé pour tourner par exemple avec un pignon de 15, si vous lui mettez un pignon de 17, lui il ne va pas comprendre ce qui se passe. Et du coup, vous allez vous retrouver avec une démultiplication, quand vous avez une démultiplication différente, avec des vitesses qui ne sont pas exactes. Et il existe des choses qui permettent de corriger ça, ce qu'on appelle des speedo healers, des boîtiers qui vont donner la vitesse correcte de la moto, mais malheureusement, quand vous n'avez pas ça, ça fausse complètement la vitesse de la moto, encore plus que le biais du constructeur. Et du coup, les mecs qui m'avaient mis une démultiplication de meule de cross là-dessus, c'était un truc mais hallucinant. Et du coup, en fait, j'avais fait tout le retour de Poitiers à Paris à 90. Donc en fait, moi j'étais à 90 km/h, et donc bien évidemment que je me faisais doubler, les mecs ils étaient à 130 et ils roulaient normalement. Et du coup, je me suis retrouvé avec cette merguez, on va l'appeler comme ça, une gaze-mère assez incroyable. Et malheureusement, eh bien cette moto, eh bien c'est juste non. Le Z1000, je suis désolé, je vais peut-être en décevoir quelques-uns, mais le Z1000 c'est juste non parce que c'est ma tier list et que je fais ce que je veux déjà de base. Non, franchement, le Z1000 aujourd'hui, même si on me disait bah c'est la seule moto que tu peux avoir, etc., je prends pas parce que c'est pas possible. Franchement, c'est juste pas possible, c'est une moto... Oh là là, y a rien qui va... En plus, ça vibre, mais ça vibre, un truc de fou. Vous avez des fourmillements dans les mains quand vous êtes à 130 km/h sur l'autoroute ou à 110. Vous avez des fourmillements dans les mains, ça... C'est hyper pas agréable. Franchement, autant, bon, j'ai pas... je vous avoue qu'effectivement, les versions plus récentes des Z1000, que je n'ai pas eu l'occasion d'essayer, probablement beaucoup plus agréables. Cette version-là, 2004, 2005, 2003, 2004... Oubliez, faites autre chose de votre vie et oubliez. Donc on est à la 4e moto. Vous allez voir que malheureusement cette liste va durer un moment et qu'on va passer un petit peu de temps ensemble parce que j'ai acheté trop de motos. Et du coup, on arrive à un moment où je suis un peu perdu. Je sais plus quoi faire, je suis un peu embêté, je me dis qu'est-ce que je fais dans ma vie, etc. Et il s'avère que à ce moment-là, j'étais à la recherche d'un nouveau véhicule et je m'arrête à la concession de Paris Nord Moto à Argenteuil. Et là, je tombe sur quelque chose qui immédiatement déjà intercepte mon œil. Waouh, je me dis waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et du coup, je vais aller vous chercher une photo de ce truc qui m'a interpellé. La moto qui m'a interpellé, eh bien, elle est où la moto qui m'a interpellé? Eh ben super, elle est pas là la moto qui m'a interpellé. Ah oui, parce que... Ah non, si, c'est bon, elle est là. Voici la moto qui m'a interpellé. Et vous voyez qu'en plus la couleur elle est particulière, mais ça je vous l'expliquerai après. Donc ceci, mesdames et messieurs, c'est un Baking. Alors, qu'est-ce que... Ou Baking, il y a des gens qui disent Baking, d'autres qui disent Baking. Normalement, on devrait dire Baking. Moi, je me suis habitué à dire Baking toute ma vie, donc c'est peut-être moi qui suis dans l'erreur. Je vais dire Baking. Qu'est-ce que c'est que cette moto? Déjà, vous voyez que c'est une moto qui a une gueule un peu particulière. Et qui a une couleur un peu particulière. Normalement, elle n'est pas comme ça. Mais qu'est-ce que c'est que cette moto? Eh bien, ceci est la version Roadster. Roadster, hein, le Roadster, c'est la moto droite. La moto droite qui n'a pas de carénage, qui est faite pour être un peu polyvalente, faire de la ville, de la route. Elle sera jamais aussi agréable qu'une routière sur des autoroutes ou sur des longs trajets. Elle sera jamais aussi efficace qu'une pistarde sur circuit. Mais c'est une moto qui est un peu bonne à tout faire. Et donc, par exemple, la Hayabusa n'est pas un Roadster, c'est une Sportivo GT, ou une sportive, certaines personnes appellent ça une sportive. Et cette moto est la version Roadster de la Hayabusa. Ni plus, ni moins. Le Baking est la version Roadster de la Hayabusa. C'est le moteur de la Hayabusa, alors pas de la première génération, mais de la deuxième génération de la Hayabusa, qui est présent dans cette moto. D'ailleurs, le moteur de la Hayabusa nouvelle génération, puisque en fait, on était sur un moteur de 1300 cm3 qui faisait 175 chevaux sur la première version, et on est sur un moteur de 1340 cm3 qui fait 197 chevaux sur la nouvelle version, la deuxième, pas la dernière, mais sur la nouvelle, la deuxième.
Et le Baking, en fait, est la moto qui a inauguré le moteur de la Hayabusa de deuxième génération. C'est-à-dire qu'en fait, le Baking est sorti avant la Hayabusa seconde gen, avec un moteur qui est très proche, parce que le moteur du Baking fait 183 chevaux, donc on est quand même sur un truc un peu vénère, et 1340 cm3 de cylindrée. Cette moto... voilà, je vais vous le dire tout de suite, hein, comme ça vous le saurez. Cette moto est la moto qui a marqué ma vie de motard. Cette moto a marqué la vie... C'est la moto la plus importante dans ma vie de motard. Vous allez le comprendre pourquoi après. Mais cette moto est la moto qui a marqué à jamais ma vie de motard. Et c'est à mes yeux la moto... c'est peut-être ma moto favorite. C'est peut-être ma moto favorite. Vraiment, je pense pas... Vous allez voir que ça se bat un peu tout à l'heure avec une autre moto, mais je pense pas qu'il y ait de moto que j'ai plus dans mon cœur que le Baking, tout simplement parce que bah déjà j'en ai eu 6 différents, donc j'en ai eu 6 Baking différents, et que en fait cette moto est revenue sans cesse dans ma vie, constamment, voilà. Donc je découvre donc cette moto, hein, qui en plus là vous le voyez pas, mais parce que j'avais enlevé le saut de vent, mais il y avait un saut de vent sur la moto avec un emblème Autobot, un emblème Transformers dessus, et clairement cette moto a une vibe Transformers, on peut pas dire le contraire, d'autant plus que sur cette couleur là en blanc et doré comme ça, voilà. Et donc moi je vois la moto, je dis waouh, qu'est-ce que c'est que ce truc, et alors vraiment pour le coup là ça rend vraiment pas justice à la taille de cette bécane. Cette moto elle est énorme, quand vous montez dessus vous avez l'impression de monter sur un taureau, c'est un truc vraiment gigantesque, c'est pas fluet comme les roadsters énervés qu'on a aujourd'hui, c'était vraiment une moto costaud, en plus qui pesait son poids parce qu'elle pesait 235 kg, donc c'est quand même lourd. Et du coup on me fait essayer la moto, je pars en essai et je deviens fou. Vraiment, je deviens fou. C'est un truc, mais monstrueux. Vous tournez la poignée, ça part dans tous les sens. C'est incroyable. Et du coup, je me dis, bon, bah, ok. Je prends. J'achète parce que c'est juste trop fou, en fait. C'était juste vraiment trop exceptionnel. Et c'est une moto en fait qui a pas de défaut. Si vous voulez, le Baking, c'est une moto qui a absolument aucun défaut. C'est une moto qui est en vrai légère, parce que c'est une moto qui est très très bien travaillée au niveau du centre de gravité. Donc même si elle est un peu lourde, vous l'emmenez très facilement. C'est une moto qui a tellement de patates que, enfin, ça fait un 0 à 100 plus vite qu'un Hayabusa. Alors après, bien évidemment, ça se fait distancer parce que vous avez une protection au vent qui est naze, mais c'est une moto qui fait un 0 à 100 en... Je crois que la Hayabusa c'est 2 secondes 6, 2 secondes 7. Là, on est à 2 secondes 4. Sur le Baking, ce qui est juste stellaire, hein, pour un roadster. Ça, à l'époque, quand c'est sorti, ça a vraiment pulvérisé le marché. Il n'y avait rien qui existait comme ça. Et d'ailleurs, le Baking est une moto qui n'a pas bien marché parce que la moto était beaucoup trop en avance sur son temps. Elle était trop pionnière et son look était un peu particulier, d'autant plus avec ses sorties d'échappement qui sont d'origine, qui sont un peu moches, qu'on appelle les lance-patates. Et du coup, en fait, le Baking, quand il est sorti, les gens n'ont pas compris. Les gens n'ont juste pas compris. Ils ont fait, c'est quoi ce truc, voilà. Et c'est une moto qui aujourd'hui a une vibe très collection et où les gens qui vendent des Baking, qui achètent des Baking sont très maniaques et font très attention à cette moto là. Et du coup, la moto, je l'achète, je la prends et je suis juste mais ravi, je la ramène chez moi. J'étais fou amoureux de cette moto. Et en fait, ce qui se passe, c'est que un jour, je roule avec. En fait, j'étais vraiment dans la première semaine de l'avoir, la moto, ça faisait 2 jours. Et j'entendais des bruits un peu bizarres sur la moto. Et je me dis, je vais l'emmener chez Cyril Moto. Cyril Moto qui est en fait un préparateur moto à Argenteuil, qui est spécialisé notamment dans les Hayabusa. C'est quelqu'un qui est spécialisé dans les Hayabusa et qui du coup connaît très bien les Hayabusa, mais aussi du coup les Baking, puisque c'est le même moteur. Et du coup, la moto, je lui emmène, et je pense que la moto, elle a dû passer, pas sur son banc, mais devant lui, environ 30 secondes avant qu'il me dise « Ramène ça, ramène ça, ramène ça, tu fais une connerie. » Je dis « Mais qu'est-ce qui se passe, etc. » En fait, la moto, elle fait un bruit, il y a un problème dans la distribution. Il y a un problème dans la distrib à l'intérieur, la casquette de pignon, elle est abîmée. Tu vas avoir des problèmes avec cette moto. Et en fait, la moto, il s'avère que c'était une bécane qui avait chuté, et qui du coup en fait avait été repeinte, certaines pièces avaient été changées, la moto avait été repeinte pour cacher l'accident qu'il y avait eu. Et donc la moto en fait était abîmée. Et du coup, j'ai été obligé de ramener
ce baking chez Paris Nord Moto qui m'ont remboursé. J'étais dans la première semaine, donc ils m'ont remboursé la moto. Et j'ai donc été obligé de me séparer de cette moto. Ça a été la première séparation avec le baking, hein, qui avait pas duré si longtemps que ça finalement. Hein. Je l'avais eu qu'une semaine, mais elle m'avait retourné la tête. Et du coup, j'ai dû partir sur autre chose. Alors, clairement, cette moto-là, c'est en vrai quand tu veux je dors avec, hein, parce que là j'avais joué de malchance et je vous montrerai les autres bakings que j'ai eu, mais je vais pas tous les mettre dans la tier list parce que ça sert à rien. Mais clairement cette moto là c'est en vrai je dors avec, y a aucun problème, c'est quand tu veux. C'est la moto qui a le plus marqué ma vie de motard et c'est clair et net que j'en aurai une autre un jour parce que c'est une moto tellement emblématique pour moi que je vous dis, hein, j'en ai eu 6 des bakings, donc vraiment, j'en ai eu tellement. Donc voilà. Baking, c'est validé. C'est la première à rejoindre cette place un peu sacrée. Et du coup, je suis parti sur autre chose. Mais avant, j'ai fait des essais d'autres motos parce que j'ai essayé énormément de motos. C'est ce qui permettra de donner aussi de la valeur à ce top. Alors, pourquoi... Ouais, c'est bon. Et donc, j'ai essayé d'autres petites choses entre-temps. Notamment... ceci. Je vous montrerai l'autre après. Ça, mes amis, c'est une F4 RR. MV Agusta F4 RR. Et donc ça c'est énervé. Ça, c'est très énervé. C'est très très énervé. C'est une hyper sport. Donc hyper sport, c'est les motos les plus agressives, les plus radicales, les plus efficaces sur circuit, sur ce que vous voulez. Cette moto est une donc MV Agusta F4 RR. Et ce véhicule, en fait, je l'ai essayé dans une concession que j'avais proche de chez moi. Je vais voir ce que ça donnait. Et c'est vrai qu'effectivement, alors déjà, il y a une première constatation sur le coup de crayon. Pour moi, cette moto fait partie des motos les plus belles jamais produites. Je la mets facilement dans mon top 5 parce qu'elle est juste magnifique. En fait, il n'y a rien à dire. C'est incroyable. Le design de cette bécane est à tomber. D'ailleurs, si je ne dis pas de bêtises, je sais pas si c'est une F3 ou une F4, mais je crois bien que c'est une F4 qu'on voit dans The Dark Knight Rises. C'est pas dans The Dark Knight, c'est dans Dark Knight Rises. C'est la moto que Bruce Wayne prend à un moment donné quand il sort de son repère secret. Il a une F4 comme ça, une F4 RR. Et cette moto est folle. C'est une bécane qui fait 201 chevaux, donc plus que la Yabusa, hein, pour 200 kg, un truc comme 200 kg, enfin c'est abrutissant. L'agilité de la bécane est hallucinante, ça se place. Il suffit de penser où vous voulez aller, et la moto elle se place sur l'angle. C'est un moteur inépuisable, ça va chercher à plus de 14 ou 15 000 tours minute, c'est un truc de fou furieux. Esthétiquement parlant, c'est incroyable. En termes de position, c'est peut-être la position de conduite à moto la plus insupportable que j'ai eue de ma vie. Vraiment, je vous le dis littéralement, j'avais l'impression d'être en position de pompe constamment. Vraiment, j'étais droit sur la moto. C'était, vous êtes couché sur la bécane, vous avez les pieds qui sont remontés, vous avez les genoux dans les dents. Ça chauffe, mais ça chauffe comme c'est pas possible, vraiment. Et je l'avais essayé en octobre, la moto. À chaque fois que je m'arrêtais à un feu rouge, je priais pour repartir parce que c'était mais insupportable. L'ergonomie de la bécane est horrible. Le compteur, pour une bécane à l'époque, on était en 2012-2013, le compteur était vraiment pas fou. Et du coup, j'ai beaucoup aimé conduire cette moto. J'ai beaucoup aimé savoir qu'elle n'était pas à moi.
En plus de ça, c'est une bécane qui vaut 25 000 balles hein, quand même, donc même dans les versions les plus poussées de la F4, je crois que ça va chercher encore plus loin. C'est une moto qui vaut 25 000 €, mais c'est aussi une moto où il vous faut pas loin de 25 000 € sur les 3 ans qui suivent votre achat pour l'entretien. Parce que le problème de MV Agusta, c'est que c'est une marque qui est pas très fiable. Et c'est une marque qui a eu pas mal de problèmes, qui a été rachetée plusieurs fois. C'est très artisanal. C'est des motos faites avec passion, c'est de la bécane italienne, ça a son caractère, etc. Original, belle qualité, mais non. Vraiment, et j'hésite même à la mettre en juste non. Mais si demain, j'avais pas d'autre choix que de rouler en F4, enfin, je le ferais, quoi. Je le ferais, mais ce serait avec une forme de... comment dire, enfin, je le ferais à reculons et ce serait pas le truc le plus fou du monde, donc oui. Je dirais que je mets l'AMV Agusta F4RR dans original belle qualité, mais non. On va juste faire un truc. Je vais juste aller sur Facebook récupérer une autre photo parce que du coup, je préfère vous montrer les motos que j'ai essayées et pas juste une photo de la moto. Parce que du coup, j'avais essayé ce jour-là 2 bécanes. J'avais essayé 2 motos et du coup, je vais vous les montrer. Que la deuxième, en fait, je vais la retrouver. Là, voilà. Ah oui, effectivement, c'était... Ah d'accord, je pensais que c'était... Bah, du coup, c'est bien. Du coup, c'est bien, parce que du coup, ça va donner du grain à moudre à mon histoire. Donc, la prochaine moto est une autre moto que j'ai essayée. Mais non, mais non, mais pas du tout. Pourquoi tu m'as ajouté ça, là? Donc, voilà. La moto, en plus, ça va. Elle est pas si grande que ça, donc on va la laisser comme ça. Donc ceci, mesdames et messieurs, c'est une Triumph Speed Triple 1050. Donc un roadster de chez Triumph que j'ai essayé le même jour que la F4 et qui est une moto assez sympa. On est sur une architecture un peu particulière parce que souvent ce qu'on voit dans l'industrie de la moto c'est du bicylindre. Ducati fait du bicylindre, KTM fait du bicylindre, Harley fait du bicylindre, mais bon, un peu plus spécifique. Tout ce qui est Kawasaki, les ER6, les MT-07, tout ça, c'est des motos bicylindres. Et on a aussi du 4 cylindres, avec les 4 en ligne qui sont très communs dans la production japonaise, avec Yamaha, Kawa, Suzuki qui en font, toutes les Suzuki quasiment sont des 4 en ligne. Et vous avez Triumph, qui est une des rares marques avec Benelli à faire du 3 cylindres. Donc c'est des moteurs un peu spécifiques, le 3 cylindres. En règle générale, on a tendance à dire que le 4 en ligne, le 4 cylindres, est une architecture qui va chercher beaucoup dans les tours, donc très puissante, qui développe beaucoup de puissance et qui en règle générale a beaucoup de tours minutes, donc qui peut vraiment... Enfin voilà, ça s'exprime très très bien sur les hauts régimes. Alors que les bicylindres sont des motos qui ont moins de régime et surtout qui vont un peu plus s'essouffler en haut du contour, mais qui par contre vont être beaucoup plus remplis à bas régime. C'est-à-dire que vraiment, le bicylindre, c'est disponible tout de suite. Vous démarrez la moto, elle est au ralenti, vous commencez à accélérer. C'est très 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 immédiat. Donc c'est 2 comportements moteurs totalement différents. Qui ont chacun leurs avantages et leurs inconvénients, et le 3 cylindres vient se placer un peu entre les deux, en essayant d'apporter un peu le meilleur des deux mondes. Donc on a de la longe, mais on a aussi du couple. On a moins de couple qu'un bicylindre, on a moins d'allonge qu'un 4 cylindres, mais on a un peu un compromis entre les deux, qui, ma foi, surtout chez Triumph, marche plutôt pas mal. Et au final, la Speed Triple, c'est une moto qui sort quelque chose, cette génération-là, c'est 2012-2013, qui sort quelque chose comme 135 chevaux. Et qui ne va pas du tout jouer dans la même cour que la Z1000, tout simplement parce que c'est une moto qui est excessivement bien finie, qui est très agréable à conduire, qui a une instrumentation franchement réussie et premium, vraiment c'est premium, qui a de la puissance quand même, qui est très agréable, qui est vraiment... voilà, il y a tout, c'est... tout est là, tout est bien, donc effectivement, la Speed Triple, quand je l'ai essayé, j'ai été très convaincu. Et j'étais tellement convaincu qu'en fait, lorsque je me suis séparé du baking, j'ai fait l'acquisition
d'un speed triple neuf comme celui-là. Alors, pas ce modèle-là. Ça, c'était un modèle d'essai. Moi, celle que j'avais achetée, elle était noire, mais j'ai fait l'acquisition d'un speed triple que j'ai roulé pendant un certain temps. Et il s'avère qu'un jour, en prenant un peu une accélération un peu forte, j'ai été un peu déçu de la puissance globale de la moto par rapport à la claque que m'avait mis le baking à l'époque. Et je me suis dit, c'est pas pareil. C'est pas pareil que le baking, vraiment, je sens qu'il manque un truc. Et du coup, je me suis séparé de cette speed triple. Donc là, la speed triple, pour la mettre dans une catégorie, moi, je ne vais absolument pas la mettre en... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Je ne vais absolument pas la mettre en... Je vais y arriver, excusez-moi. Je vais absolument pas la mettre en... En vrai, c'est quand tu veux, je dors avec, parce que ça, je le garde pour mes motos favorites. Mais aucun problème, mais un jour de repos par semaine. Aucun problème, mais un jour de repos par semaine, parce que ça reste de la bécane. Enfin voilà, si demain, je peux pas faire autre chose que d'avoir une speed triple, je ne le vivrai pas mal. Il y a des motos sur lesquelles je le vivrais bien plus mal. Demain, tu me dis, en vrai, tu me dis, vas-y, il faut que tu te prennes une speed triple, t'as pas le choix. Je dis, ok, tranquille, je prends une speed, y a pas de problème. C'est vraiment une moto assez agréable. Mais dont j'ai fini par me séparer. Parce que, malheureusement, j'avais toujours ce fantasme, vous savez, c'est un peu comme cette fille que vous avez rencontrée une fois et vous l'avez plus revue, et après vous avez eu des histoires avec d'autres filles, mais vous continuez à penser à cette fille qui vous revient en tête. Et donc, j'ai fait l'acquisition d'un autre baking, dont je vous montre la photo ou pas? Allez, je vous montre la photo. Parce que quand même, on est sur une tier list, donc aucune raison de montrer un baking, mais pourquoi pas. Hop, est-ce que je la trouve? Elle est là. Elle est... Ouf. Ah ouais. Ah ouais, la taille de la photo, quoi. Ah ouais, elle est un peu étirée, là, non? Attendez. Si je mets 500... Ouais, j'ai l'impression que... Même pas, attendez. Ouais, c'est un peu mieux comme ça. Donc voilà, ça c'est le deuxième baking que j'ai acquis. Donc pas grand chose à dire là-dessus, si ce n'est que en fait, du coup, celle-là je l'ai gardée. Je l'ai gardée longtemps. Donc là vous voyez la différence en fait avec les lances patates qu'il y avait, c'est que là on avait une ligne à Kra, enfin des échappements à Krapovic. Pas à Krapovic. Mince, attendez. Parce que là je vais pas réagrandir la photo. Ça me saoulait, ça me fatiguait. Donc je vais juste aller regarder ici sur la photo. C'était quoi ça? C'était du Leo Vince, d'accord. C'est du Leo Vince. Donc c'était du Leo Vince. Et effectivement, ça chantait très bien, ça faisait un très très beau bruit. Et cette moto-là, elle m'a accompagné longtemps. Elle m'a vraiment accompagné longtemps. Là, on est vraiment en train de se parler d'une bécane que j'ai gardée 1 an presque. Parce que mes motos, je les ai souvent changées. Hein. Vous allez voir que j'ai eu énormément de motos. Donc cette moto-là, je l'ai gardée et pas vraiment de raison de m'en séparer. À l'époque, je voulais changer de bécane. Et du coup, je l'ai conservé assez longtemps. Donc, je vais pas la remettre dans la tier list, parce que vous l'avez déjà, et la position n'a pas changé, donc je vais juste la supprimer pour qu'on puisse passer à la prochaine. Mais oui, en vrai, quand tu veux, je dors avec, parce que... extraordinaire moto. Et ensuite, on est allé chercher, si je ne dis pas de bêtises, je veux pas me planter. Je veux pas me planter, mais je crois que la prochaine, ça va être celle-là. Vous savez, j'en ai eu tellement que... C'est pas bon de la raconter, hein, mais malheureusement... D'ailleurs, ça m'a plus joué des soucis qu'autre chose, hein, des tours qu'autre chose, donc vous inquiétez pas, je suis pas forcément très fier de ça. Voilà, donc là on arrive à la prochaine moto que j'ai eue, et il s'agit, eh bien, ni plus ni moins qu'une KTM Super Duke 1290, qui est l'autre grande belle rencontre de ma vie de motard. Donc cette moto, c'était un petit peu dans un marché qui à l'époque était un petit peu pas morne, mais
Les super roadsters, du baking, qui était déjà d'une conception un peu ancienne parce qu'il avait été révélé en 2007, et de la Ducati Diavel, mais qui était... Le Diavel, c'était autre chose. Le Diavel, c'était un power cruiser, c'était roadster, mais c'était un petit peu position allongée. Enfin, c'était différent. Enfin, jambes dépliées. Donc, c'était un peu différent. Et en 2013, si je dis pas de bêtises, KTM casse la baraque littéralement. Non, mais pas allongé, ça va, c'est pas ce que je veux dire, mais tu comprends ce que je veux dire. Mais Riri a eu un Diavel, donc c'est pour ça qu'il voilà. Mais voilà, on n'était pas sur du roadster ultra dynamique, on était sur un pneu de 240 à l'arrière. Bon, voilà. Voilà ce que je veux dire. Et le Diavel vient pas faire la bagarre à des super roadsters, il joue un peu dans sa catégorie. Dans un marché qui est donc un petit peu à l'arrêt, je la trouve moins belle que les dernières. Tu parles de celle-ci, la Super Duke. Effectivement, moi aussi, je trouve personnellement, je trouve les nouvelles plus réussies. Et donc, KTM arrive avec un truc complètement maboule. On est en train de se parler d'un roadster donc de 1290 cm3, 1300 cm3, donc vraiment, on va chercher dans la cylindrée, et avec 183 chevaux, donc la même puissance que le baking. Et c'est un truc de fou. Cette moto, elle défraie la chronique. On n'en dit que du bien. C'est la folie. On l'appelle The Beast. Et KTM prend vraiment à ce moment-là la place de leader dans le marché des roadsters énervés. Cette moto se vend très très bien. Ça vaut pas une Harley. Oui, surtout une Night Rod qui tombe en panne d'essence. Du coup, on est sur un véhicule complètement dingue, léger, agréable, puissant. C'est un vélo, ça consomme pas grand chose. Voilà. Et donc cette moto, moi, je passe des moments géniaux avec. L'amortissement est phénoménal parce que vous avez en fait des fourches de moto de cross quasiment, c'est des fourches avec un débattement de 150, donc en fait vous gommez toutes les imperfections et même des fois des dodanes. Je passais dessus, j'étais en mode il s'est rien passé. Et du coup, cette moto, je la conserve pendant un certain temps. Pareil, hein, belle histoire avec cette moto, et clairement la KTM Super Duke est une moto que je mettrais absolument sans aucune hésitation dans en vrai, c'est quand tu veux, je dors avec. C'est pour moi la moto qui rivalise immédiatement avec le baking. C'est les deux motos, peut-être mes deux motos préférées. Les deux sont dans mon cœur au plus haut. Donc voilà, on est vraiment sur ces deux catégories-là. Ça discute moto dans le chat, il y a des motards. Bienvenue à tous les motards, n'hésitez pas à follow la chaîne si le contenu vous plaît. Donc voilà, la Super Duke 1290, c'était bien, c'est adjugé vendu. Ensuite, des motos que j'ai essayé, j'en ai essayé tellement, mais on va déjà se parler des motos que j'ai eues. Ensuite, je change de moto. Et je vais chercher autre chose, quelque chose de très différent, mais de très énervé. Je vais chercher dans le nord, en plus, ça Ronchin dans le nord. Hein. Je suis parti dans le nord chercher cette moto. Où est-ce qu'elle est ? Ah, là voilà. Hop. Et là, vous en voyez qu'une partie, c'est ça qui est beau, c'est que c'est un live dans lequel il y a des surprises. Voici la 8ème moto de la liste, ou j'en sais rien. Il s'agit d'une Aprilia Tuono V4 APRC, modèle de 2014, que je suis allé chercher à Ronchin dans le Nord. Et cette moto est aussi assez extraordinaire. Il s'agit donc d'un roadster créé par Aprilia. Alors, c'est un roadster, mais c'est un roadster un petit peu spécifique. C'est un roadster qui rentre dans la catégorie de ce qu'on appelle les naked bikes, c'est-à-dire qu'en fait, cette moto-là, en réalité,
La Bioule, on va y arriver à la Bioule, vous inquiétez pas. La Bioule, c'était une belle aventure. Mais j'ai pas de photo de la Bioule, faudra que j'aille chercher une photo sur internet parce que j'ai pas de photo de la Bioule. Cette moto-là, c'est la Aprilia RS V4, donc la pistarde, l'hyper sportive de chez Aprilia, avec un guidon droit et sans les carénages. Globalement, c'est ça. Vraiment, c'est le concept des naked bikes, c'est d'enlever le carénage, mettre un guidon droit, augmenter un peu l'angle de chasse, et c'est parti, ça part sur la route, ça roule. Donc, on est sur un véhicule qui développe à l'époque 174 chevaux, donc il y a de la perf. 170, pardon, parce que 175, c'était les nouvelles versions. Un véhicule avec pas mal de défauts. Un véhicule avec pas mal de défauts. Le premier défaut de cette moto, c'est que c'est pas du tout une moto confortable. C'est une moto, la selle, c'est du Carpaccio. L'angle de braquage, c'est un super tanker pour le faire tourner et c'est horrible. Ça chauffe comme c'est pas possible. Vraiment, ça vous cuit le cul. C'est des motos, faut les rouler en fait de octobre à février. C'est vraiment, c'est un peu le truc. Et ça consomme, mais ça consomme pour une moto, hein. Je tournais du 12-13 litres au 100 en ville. C'est n'importe quoi. Mais par contre, parce que si vous vous doutez bien que je commence par les défauts maintenant, c'est que j'ai des choses à dire au niveau du côté positif. J'ai connu ça. La chaleur ou la consommation? La Diavel, elle consommait beaucoup. Sur un mi-cylindre, ça m'étonne, mais peut-être. Ça cuit tout. Ah, ça cuit tout, ça cuit tout. Ça cuit tout. Ça cuit tout. Il n'y a rien qui survit. Cette moto est sans aucun doute, pour moi, la moto avec le plus beau bruit de toute la production moto. Cette moto, en fait, elle est équipée d'un moteur un peu particulier. Elle est équipée d'un V4. C'est un 4 cylindres, mais j'avais 65 km d'autonomie en ville. Le mec, il pouvait pas rouler en ville. 15 litres, le Diavel en ville. 15 litres. 15 litres, vraiment? Ah ouais. Ah ouais, ça rigole zéro, quoi. Ah ouais. 15 litres en ville. Putain, pour un bicylindre, je suis surpris. Ah bon, possible, hein. Et donc, cette moto, comme je vous disais, la Tuono, elle est équipée, en fait, d'un V4. Et le V4, en fait, c'est une architecture particulière. C'est un 4 cylindres, donc il y a 4 cylindres dans le moteur, mais ces 4 cylindres, en fait, ils sont en V pour gagner de l'espace. Ils sont pas en ligne comme ça, ils sont en V. Et du coup, en fait, cette moto, elle a une sonorité qui est juste, mais incroyable. Je sais pas si on peut passer... On va passer à la partie, sonorité. Sonorité. Mais une V4... Ah, attendez, je veux une V4, mais une V4 APRC. Je vais faire écouter. Le son. La sonorité. C'est la sonorité. On va mettre en pause, là, la musique. Et je vais aller rechercher ma capture de fenêtre. Est-ce que je peux aller chercher ma capture de fenêtre? Chrome, iTunes. Ah! J'ai plus de... Comment ça se fait? C'est le V4. Ah oui, c'est le V4. Hein. V4 vénère. Hein. V4 vénère. Capture de fenêtre. Quoi? Capture d'écran. Mais non, pas capture de fenêtre. Voilà. Windows Capture. Ajouter. Et... Hop. Mais j'ai toujours que ma recherche... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Pourquoi est-ce qu'automatique... Méthode de capture. Ah, voilà, on y est. Ah oui, bah j'ai tout là. Ah bah c'est super. Regardez. Écoutez-moi ça. Attendez, vous avez le son du desktop là ou pas? Attendez. Écoutez un peu le son que fait cette bécane. Écoutez ça. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça fait Vroham, exactement. Ça fait Vroham. Écoutez juste le son de cette moto. Vous entendez comment ça gueule? Mec, c'est la même... c'est le même truc en boucle.
Voilà, ça c'est le V4. Et le V4, c'est incroyable. C'est incroyable, c'est une sonorité qui est juste folle. En plus de ça, la moto, elle était extrêmement puissante. C'est pas une électrique en fait. Alors non. Du coup, pas du tout. Du coup, pas de regret rapport à la Yab. Alors pourquoi est-ce que Malak dit ça? Malak, il dit pas de regret par rapport à la Yab, simplement pour la bonne et simple raison que j'hésitais entre prendre une Tuono, les nouveaux modèles, les V4 1100, et prendre un Hayabusa. Au final, non, j'ai pas de regret, dans le sens où, déjà, je suis très content de la Hayabusa. Je suis vraiment très content de ce que la Hayabusa m'offre en termes de prestations, en vérité, puisque la moto est vraiment très très bonne. J'aurai toujours l'occasion de prendre une Tuono plus tard. Là, je me dis, s'il y a peut-être un moment où je peux me faire plaisir et rouler en Hayabusa, c'est maintenant. Parce que, bon, là, on est en confinement. Les balades à 10 km, c'est autorisé. On est en confinement et je suis en télétravail. J'ai pas trop à faire de la ville, etc. Donc, moto un peu plaisir. Mais la Tuono, ça aurait pu être un excellent choix. C'est juste que c'était beaucoup plus cher. C'était difficile d'en trouver dans des prix qui m'intéressaient. Et là, la Hayabusa, vraiment, pour le prix que je l'ai eu à un prix intéressant. Je vais faire des petites modifs dessus, je vais la tourner à l'éthanol, je vous en parlerai après. Donc voilà. Moto plus économique. Alors, pour ceux qui connaissent la moto, ils vont dire Hayabusa moto économique, mais en vrai, c'est une moto qui à l'usage peut être économique. Donc, la Tuono, une sonorité de fou furieux. Une bécane qui délivre sa puissance d'une façon excessivement agressive, mais c'est très agréable parce que vous tournez la poignée et ça part, donc c'est vraiment hyper sympa. C'est d'une précision, mais c'est monstrueux. Et au final, même si la Tuono n'est pas dans mon cœur, dans les motos qui ont fait chavirer ma vie, c'est en vrai quand tu veux je dors avec parce que ça fait partie de mon top 5 des motos préférées. Clairement c'est une moto qui a tout pour elle. Elle a énormément de qualité, elle a des défauts, mais c'est des défauts que moi je suis d'accord de vivre avec parce que en vrai non, j'allais dire aucun problème, mais un jour de repos par semaine, mais la vérité, c'est que je peux accepter les défauts qu'elle a. Je peux accepter les défauts qu'elle a par rapport à d'autres où je serais moins tolérant. Alors, je vais probablement m'y perdre maintenant dans l'ordre, parce qu'entre-temps, il y a eu plein de baking, il y a eu... Ah oui, alors, pour vous dire quand même, parce qu'il y a eu de l'insolence. Dans ma vie, il y a eu de l'insolence, et cette insolence, je suis quand même obligé de vous la montrer. Ce que je vais vous montrer n'est pas la moto d'un pote. Il y a un moment où j'ai fait une connerie dans ma vie. Et cette connerie, vous allez pouvoir la constater immédiatement. Parce qu'aujourd'hui, on montre tout. Hein, vraiment, on cache rien. Voilà. Ça, c'est la connerie que j'ai fait dans ma vie à un moment. Voilà. Merci à tous pour le live. Au revoir. Donc, voilà. Ça, c'est... à un moment de ma vie, je me suis dit, tiens, mais finalement, avoir une bécane... de plus de 180 chevaux, c'est pas assez. Et si j'en avais deux? Donc en fait, à un moment donné dans ma vie, j'ai eu un Baking et un Hayabusa. En plus, le mec qui est un peu... c'est-à-dire que j'avais le même moteur dans la version Roadster et la version sportive. C'est-à-dire que c'est pas genre t'as deux motos, voilà, t'as un bicylindre machin et puis un... Non. J'avais le même moteur dans les deux configurations qui existaient. Hayabusa, Baking. Donc j'ai eu deux motos à un moment. Ça n'a pas duré longtemps. Parce que j'ai dû m'en séparer assez vite. Mais voilà, ça c'est pour vous illustrer que les conneries sont possibles et les conneries peuvent aller loin. Et que là, celle-ci était peut-être une de mes plus belles en termes de moto, mais peut-être pas aussi belle que celle que je m'apprête à vous révéler. Donc, s'ensuit une période dans laquelle j'ai d'autres choses, des bakings, etc. Des motos que vous avez déjà vues. Et puis... à un moment donné, je me dis, tiens, si j'allais me prendre un truc complètement abruti, mais vraiment abruti, et que j'allais regretter. Eh bien, c'est parti, mesdames et messieurs. Il va falloir que je la trouve. Chez le même concessionnaire où j'avais acheté la Speed Triple, avec qui j'ai acheté pas mal de motos en fait, hein, je leur avais acheté pas mal de motos. Je suis allé chercher une bécane, et alors ça, pour le coup... même chez les connaisseurs, c'est atypique. Hein. Ça, même chez les connaisseurs, c'est atypique. Vous allez voir. C'est rare. Ça, c'est rare. Hop. Elle est où? Elle est là.
Ceci, mesdames et messieurs, n'hésitez pas à follow la chaîne si le contenu vous plaît, est une Buell 1125 Café Racer. Alors déjà, niveau gueule, c'est spécial, hein, c'est vraiment pas commun comme bécane. Et ceci, en fait, est une moto... Eric Buell, en fait, c'est une marque américaine qui a notamment bossé avec Harley. Et en fait, dans une configuration un peu plus sportive, on va dire, ou roadster, ou ce que vous voulez, mais un peu en dehors du segment des Harley. Et ceci est donc une moto bicylindre de 140 chevaux, 146 chevaux même d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, avec quelques technologies assez innovantes. Notamment au niveau du freinage, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais le disque de frein de cette moto, il est particulier. C'est un disque périmétrique, c'est-à-dire un disque qui épouse le contour de la jante. La fois où on était au feu rouge et que la mamie s'est bouchée les oreilles. Alors c'est vrai que ça faisait un barouf par contre, elle faisait un bruit cette moto, c'était incroyable. Et en fait, du coup c'est un système de freinage un peu particulier qui est très mordant, hein, ça freine très très bien, mais comme vous le voyez, je sais pas si ça se voit sur la photo, mais on le devine un peu, il n'y a qu'un seul disque en fait, vous n'avez pas deux disques comme sur une moto standard, et du coup si vous freinez vraiment très fort, la moto a tendance à un peu chasser du côté où ça freine, donc c'est pas génial. C'est une moto très atypique, très atypique, et c'est une moto en fait, là vous le voyez peut-être pas, mais moi je suis grand, je fais 1m90, à l'arrêt, genre debout, hein, les pieds au sol, j'avais quasiment les genoux au niveau des écopes. Donc en gros, j'étais en mode crapoman tout le temps sur cette moto. C'est-à-dire que vraiment, j'étais pas bien installé dessus. Et il s'avère que cette bécane, j'ai été très déçu de sa performance et de sa puissance. Parce que en fait, c'est une bécane qui est annoncée pour 146 chevaux, mais au final, je m'y retrouvais pas. Je m'y retrouvais pas, et en fait, ce qui m'emmerdait un peu, c'est qu'en fait, c'était un bicylindre. Et les bicylindres, par défaut, normalement, c'est censé être des motos qui envoient beaucoup en bas. Et là, malheureusement, il se passait rien. Je tournais la poignée, et vraiment, enfin, la moto, elle vivait pas, quoi. Et du coup, eh bien, j'ai fini par m'en séparer assez rapidement. Mais c'était une expérience intéressante. J'ai vraiment eu des motos un peu à part. Et en ça, je suis assez content. Et du coup, cette moto n'ira pas dans aucun problème, mais un jour de repos par semaine. Elle ira dans On aime à la rédac, mais c'est pas parfait. Elle ira même à original belle qualité, mais non. Parce que vraiment, il faudrait vraiment qu'on me force sous la contrainte pour rouler en 1125 Café Racer. Peut-être pas autant que la F4 RR, mais plus qu'un CB 1000R, parce qu'un CB 1000R, bon, c'est chiant, on se fait chier sur un CB 1000R, mais en vrai, ça se fait. 1125 Café Racer, non. Juste non. Non merci. Pas juste non dans le sens où c'est pour moi une merde absolue comme la Z1000, mais bon, voilà, c'est pas foufou quoi. Alors ensuite, là je commence à voir ma mémoire qui commence un peu à défaillir, je vais parcourir les photos pour voir quelle a été la moto qui a suivi. Ah, on a quelque chose, alors là ouais, j'ai quelque chose à vous raconter. J'ai quelque chose à vous raconter parce que ça c'est très drôle. À un moment où je cherchais une moto pour remplacer justement la Buell, j'avais pas beaucoup d'argent. J'avais pas beaucoup de sous à ce moment-là, et du coup j'étais en mode bah, qu'est-ce que je pourrais prendre, je regardais un peu sur internet, etc. Et il s'avère qu'à un moment donné, je tombe sur cette moto. Elle est où ? Je tombe sur cette moto. Et cette moto, bah, vous allez vous dire qu'elle vous rappelle peut-être quelque chose. Et vous auriez bien raison de vous dire qu'elle vous rappelle quelque chose, cette moto. Puisqu'en fait, quand je vois cette moto en annonce sur le Bon Coin, je me dis putain, mais c'est bizarre, elle ressemble un peu à celle que j'avais, ma toute première Hayabusa. Et en discutant avec le proprio et en échangeant avec le proprio, je me rends compte que c'est non seulement la même génération d'Hayabusa que celle que j'avais, mais qu'en fait c'était exactement la même Hayabusa que celle que j'avais achetée. C'était
mon Hayabusa de 2001. Exactement la même, tout simplement. Donc, j'avais retrouvé des années plus tard l'Hayabusa dans laquelle j'avais roulé à l'époque. Et je trouvais ça formidable. La moto était proposée à un prix très bas, elle était à 4000 €, et 4000 € pour un Hayabusa, c'est vraiment pas cher. Même si, bon, voilà, la moto était de 2001, elle commençait à avoir quelques années, mais voilà. Elle avait 28 000 km, donc elle avait très peu roulé, enfin... Ça me semblait faire. Et puis à l'époque, je me suis dit, allez, un Hayabusa, allez, je reprends un Hayabusa. Connerie, vraiment connerie. Mais je dis, allez, vas-y, je reprends un Hayabusa, c'est incroyable, la vie est géniale. Et puis à 4000 €, il n'y avait pas beaucoup de choses que j'aurais pu prendre et qui auraient pu me faire autant kiffer, quoi. Donc, je prends la moto, je la ramène. J'avais un pote à moi qui faisait de la mécanique, très très bon mécano, c'est un mécanicien chez Suzuki. Et je lui emmène la moto chez lui pour qu'il la révise. Et là, bah d'ailleurs, c'est Meriré qui m'a emmené. C'est Meriré qui m'a emmené avec son Diavel. Il a découvert à ce moment-là que j'étais un passager un peu lourd. Je crois que c'est le meilleur trajet moto de sa vie. Je crois que c'est vraiment le meilleur trajet moto de sa vie. Et du coup, voilà, on discutait, machin, je reçois un appel. Allô? Ouais. Comment ça la moto elle fuit? Comment ça la moto elle a... Comment ça le bas moteur il est fendu? Ok, j'arrive. Et donc en fait ce qui s'est passé c'est que eh bien mon pote s'est rendu compte on voulait changer l'embrayage de la moto je crois parce qu'il commençait à être un peu fatigué parce qu'en fait c'était pas les kilomètres mais c'était les années. Il se rend compte qu'en fait le carter moteur de la moto est fendu. Le carter moteur c'est une pièce moteur en dessous mais qui est solidaire du moteur quoi, du bloc moteur. C'est un truc un peu chaud quoi. Et en fait ce carter moteur était fendu et il avait été recolmaté avec une pâte, une sorte de pâte qui avait fini par se désagréger avec le temps et qui coulait de l'huile. Et en fait ça prédatait, ça datait de avant l'achat de la moto. Ce qui veut dire qu'en fait, c'est là que c'est... Le propriétaire, l'ancien propriétaire de la moto, celui qui me l'avait vendu, était parfaitement au courant du problème. Et il m'a vendu la moto en l'état, en cachant la misère. Et là, je peux vous dire que j'ai été un peu colère. Et donc je me suis dit, allez, je le contacte, je lui dis écoutez, voilà, on a trouvé un petit problème, c'est pas grand chose, mais éventuellement on annule la vente et vous me remboursez. Hein? Et vous venez la chercher la moto? Je lui ai même proposé de la lui ramener. Attention, honnêteté. Le mec me dit non, mais je sais pas de quoi vous parlez, moi je suis au courant de rien, moi la moto il y avait aucun problème, etc. D'autant plus que, petite précision quand même pour l'histoire qui est quand même intéressante, c'est que le mec en réalité m'avait dit que comme il était mécano, il avait fait lui-même tous les entretiens de la moto. Donc, il ne pouvait pas ne pas savoir. Voyez? Et du coup, eh bien, j'ai pris un expert. J'ai appelé un expert, je suis allé rechercher sur le bottin numérique, expert. J'ai appelé, j'ai dit oui, allô? Oui, il semblerait que j'ai acheté un véhicule avec un vice caché, un défaut de non, il est maladie. On fait quoi? Alors c'est simple, vous prévoyez une petite expertise, et effectivement, on va, voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait? Monsieur, je lui dis, voilà, écoutez, là, ça sent pas bon pour vous. Il me dit, non, mais moi, je m'en fous. Ok. Donc, je prends l'expert. Et du coup, en fait, c'était marrant parce que lui avait pris un expert en défense. Et les deux experts, donc du coup, avaient rendez-vous un jour à une concession Suzuki proche de chez moi. En fait... Ni moi ni le mec ne pouvions être là. Moi je bossais. Et le mec, il habitait... l'expertise là, c'était 600 balles. 600 balles. Mais attention, l'histoire est pas finie. Et en fait, les deux experts donc se retrouvent sans les parties prenantes. Enfin, nous on n'était pas là. Et commencent à du coup démonter la moto.
Et à midi, j'étais au travail, je reçois un appel. Monsieur Algarvio, c'était juste pour vous dire, alors en fait, là on en est au moment où on a soulevé le haut moteur. Donc le haut moteur, c'est la partie haute du moteur, hein, comme son nom l'indique. Et on en est déjà à 7000 € de réparation. L'expert de la partie adverse a abandonné. On fait quoi? J'ai dit bon. C'est-à-dire qu'en fait, un expert engagé par la partie adverse pour défendre la cause de la personne a lui-même dit non mais en fait on va pas aller plus loin. Quand ils ont soulevé le haut moteur, il y avait des soupapes abîmées dans la moto. Donc en gros en fait il y en avait pour plus déjà de 7000 € de réparation. La moto je l'avais payé 4000. 4 jours plus tard, un camion arrive avec notre bon ami dedans qui vient chercher la Yabusa et qui la ramène chez lui. Mais bien évidemment, il me rend mon argent. Mais il a aussi payé pour mon expert, parce qu'il a perdu, parce qu'il aurait juste dû dire, bon bah nanana, non voilà. Alors il a continué à vouloir faire de la bonne foi, enfin de la mauvaise foi jusqu'à la fin, ah non mais moi j'étais pas au courant et tout. Moi vous savez, je savais que j'avais déjà gagné le truc, je suis en mode, ah bah écoutez je comprends, hein, vous savez, ça arrive, on se fait tout savoir, faudra que vous vous retourniez contre l'ancien propriétaire. Bref, je suis remboursé, et du coup, eh bien cet Hayabusa, eh bien je m'en suis séparé. Donc... Mais c'était très marrant de retrouver plusieurs années plus tard la même Hayabusa que celle que j'avais eue à ce moment-là. Et voilà, je pense que pour ce soir, on en est à 2 heures de live. Je pense qu'on va s'arrêter là. Ce sera marrant de continuer ce live une autre fois, mais sinon, parce que j'en ai encore pour 2 heures. En vérité, on peut vraiment parler très longtemps de moto. Donc, on va s'arrêter là. Mais... on va se quitter. Alors je vais juste finir. Donc merci YouTube d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo comme ça avec la constitution de la tier list des motos que j'ai conduit ou essayé ou que j'ai possédé. Et abonne-toi, la cloche pour avoir les notifications et afin de faire grandir la communauté. À bientôt.